Asher Kincaid, l'homme dont le nom faisait trembler les hommes les plus dangereux de Boston, se tenait dans un manoir qui ressemblait davantage à un tombeau qu'à une maison. Dans ses bras, son fils de 5 ans, Jonah, était en train de mourir, non pas d'une maladie ou d'une blessure. Le garçon avait simplement cessé de manger le jour où sa mère avait été enterrée, et aucune force au monde ne pouvait le faire manger. 50 chefs de renommée mondiale avaient essayé, 20 spécialistes avaient échoué. Une récompense de 5 millions de dollars restait sans prétendant. Tous les experts donnaient la même réponse terrifiante. Son corps n'avait rien d'anormal. Il ne veut tout simplement plus vivre. Asher avait vaincu tous ses ennemis, écrasé tous ses rivaux, bâti un empire qui possédait la moitié de la ville. Mais tout cela n'avait aucune importance, car l'homme le plus puissant de Boston ne parvenait pas à faire manger une seule cuillerée de soupe à son propre fils. Il le regardait mourir à petit feu, et il était complètement impuissant. C'est alors qu'elle apparut, debout sous la pluie glaciale, devant ses grilles en fer forgé. Une femme de 27 ans sans diplôme, sans argent, sans nom connu, avec pour seul bagage un sac à dos déchiré, le tablier de sa grand-mère décédée et des yeux qui brillaient d'une flamme qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Les gardes se moquèrent d'elle. La gouvernante en chef tenta de la mettre à la porte, mais lorsqu'elle se retrouva face à l'homme le plus redouté de la ville, elle ne s'inclina pas. Elle ne supplia pas. Elle le regarda droit dans les yeux et prononça une phrase qui changea tout. Il cuisinait pour un patron. Je cuisine pour un enfant. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde dans ce manoir. Et la véritable raison pour laquelle elle se présenta à cette porte bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous n'oublierez pas ce qu'elle dit. Aimez, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Maintenant, commençons. Tessa Marlowe est restée debout devant le portail en fer pendant 3 jours sous la pluie, refusant de bouger jusqu'à ce qu'Asher Kincaid lui-même la voie sur les écrans de sécurité. La pluie de Boston fouettait son visage comme de minuscules coups de fouet, faits d'eau glacée, mais elle n'a pas arrêté. Elle ne s'est pas retournée pour regarder les caméras de sécurité qui suivaient chacun de ses pas. Elle ne broncha pas devant les rires des gardes, qui résonnaient encore dans le haut-parleur près du portail. Elle regardait droit devant elle, fixant uniquement l'imposante porte en chêne au bout du chemin, d'où s'échappait une lumière jaune et chaleureuse, comme la dernière lueur d'une église abandonnée. Quand elle leva la main vers la sonnette, la porte s'ouvrit avant même que la sonnerie ne retentisse. Madame Hargrove se tenait là, la gouvernante en chef de la famille Kincaid, une femme d'une 60aine d'années. Ses cheveux argentés étaient relevés en chignon, et ses yeux étaient plus froids que la pluie dehors. Elle regarda Tessa, la flaque d'eau qui s'accumulait sous ses pieds sur le sol en marbre blanc, le manteau fin collé à sa peau. Elle regarda le sac à dos taché de sel sur son épaule, et son visage se crispa de dégoût. « Sortez immédiatement, dit-elle d'une voix aussi tranchante qu'une lame sur du verre. Savez-vous à qui appartient cette maison? C'est la maison d'Asher Kincaid. Nous ne laissons pas les vagabonds franchir le seuil. » Tessa ne recula pas d'un pas. La pluie coulait sur son visage, mais son regard restait sec, tranchant comme de l'acier. 50 chefs sont venus et repartis, dit-elle, sans élever la voix. Pourtant, chaque mot avait le poids d'une pierre. Vos maîtres, vos experts, ils ont tous échoué. Si vous me mettez dehors maintenant, vous choisissez de laisser mourir ce bébé. Madame Hargrove se figea en plein mouvement, la main levée pour pousser Tessa, suspendue dans les airs. Il faut mentionner que Jonah était interdit dans cette maison, une blessure si profonde que personne n'osait y toucher. À ce moment-là, des pas lourds retentirent dans le grand escalier. Asher Kincaid descendit une marche à la fois, tel un nuage d'orage s'abaissant. Un costume bleu charbon parfaitement taillé encadrait ses larges épaules, portant le poids de tout un empire souterrain. De l'encre apparaissait à son poignet et le long de son cou, comme une carte d'un passé dont personne n'osait parler. Ses yeux gris étaient assombris par une fatigue qu'aucune somme d'argent ne pouvait guérir. Dans ses bras, Jonah était recroquevillé dans une couverture en cachemire, si petit qu'il ne faisait presque pas de vagues contre la poitrine de son père. Son petit visage était creusé, ses yeux à moitié fermés, à moitié ouverts, et tout le personnel s'inclina lorsque Asher passa. Mais il ne les regarda pas. Il s'arrêta au pied de l'escalier, le regard baissé vers la jeune femme trempée qui se tenait au milieu de son hall d'entrée.
Il remarqua l'ourlet déchiré de son pantalon, le tissu bon marché de son manteau, la boue sur ses chaussures. Il aurait dû ordonner qu'on la mette dehors. Il aurait dû se sentir insulté par sa présence dans cette maison. Mais elle leva la tête et ne s'inclina pas. Elle ne tremblait pas. Elle regardait droit dans les yeux l'homme que toute la ville craignait, avec un regard qu'il n'avait vu chez aucun des 50 chefs qui l'avaient précédé. Ce n'était pas la cupidité pour 5 millions de dollars, ni l'arrogance des diplômes, ni la peur de quelqu'un d'inférieur à lui, mais un feu tranquille brûlant avec la même intensité que celle qu'il avait autrefois utilisée pour diriger cette ville. Le silence s'étendit entre eux. Puis Asher baissa les yeux vers la petite main molle de Jonah, posée sur sa poitrine, et il comprit que le luxe et les experts ne l'avaient rapproché que d'un enterrement. « Laissez-la entrer, dit-il. » Mademoiselle Hargrove resta bouche bée. « Mais monsieur, elle a les pieds sales. Je vous ai dit de la laisser entrer, » répéta-t-il d'une voix si tranchante qu'elle coupait court à toute objection. Il se tourna vers Tessa. « La cuisine est à vous, mais comprenez bien ceci. Si vous me faites perdre mon temps, si vous donnez de l'espoir à mon fils et que vous le laissez ensuite tomber, vous ne pourrez vous cacher de moi nulle part sur cette terre. » Tessa ne s'y pas. Elle ajusta simplement la sangle de son sac à dos sur son épaule et passa devant les domestiques qui se tenaient raides, se dirigeant vers l'arrière de la maison, vers la cuisine. La cuisine industrielle de la famille Kincaid était une forteresse d'acier inoxydable et de granit noir, plus grande que l'appartement dans lequel la plupart des habitants de Boston vivraient toute leur vie. Des équipements valant des millions de dollars tapissaient les murs. D'énormes réfrigérateurs contenaient des ingrédients provenant du monde entier, truffes de France, bœuf wagyu du Japon, safran d'Iran, caviar de la mer Caspienne. Tessa passa devant tout cela sans ouvrir un seul placard. Elle ne toucha pas un seul pot d'épices. Elle posa son sac à dos sur le comptoir en acier, l'ouvrit et en sortit ce que n'importe quel chef Michelin aurait méprisé. Quelques pommes de terre, quelques carottes, un bouquet d'oignons, une poignée de feuilles de thym séchées, du sel de mer et un paquet de bœuf frais acheté avec les dernières pièces qu'il lui restait. Puis elle sortit un petit carnet dont la couverture était usée et les pages jaunies remplies d'une écriture bleue tremblante. Le livre de recettes de Nanomé, la seule chose qui lui restait de la femme qui l'avait élevée. Enfin, elle sortit un tablier, du coton blanc jauni par le temps, brodé à la main dans un coin d'une petite fleur de lavande. Le fil était décoloré. Elle enfila le tablier, l'attacha dans son dos et resta immobile un instant, comme si elle enfilait une armure. Puis elle se mit à cuisiner, pas à la manière des chefs Michelin, avec des techniques moléculaires et des assiettes dignes de tableaux. Elle cuisinait comme Nanim le lui avait appris, lentement, à la main, par instinct, par cœur. Elle coupa les légumes avec le petit couteau qu'elle avait apporté, sans jamais toucher au coûteux ensemble de couteaux accrochés au mur. Elle remua la casserole avec une vieille cuillère en bois. Elle goûta avec sa langue, assaisonna à l'intuition et laissa le temps faire le reste. Un ragoût de bœuf mijoté lentement, du bœuf qui fondait dans un bouillon épais avec des pommes de terre, des carottes, des oignons caramélisés et du thym. Rien de luxueux, rien qui aurait pu impressionner sur le papier. Mais lorsque l'odeur commença à se répandre, quelque chose changea. Le thym, l'ail, le bœuf tendre mijoté mêlé à la chaleur féculente des pommes de terre, s'échappant de la cuisine, traversait les couloirs en marbre, montait l'escalier en chaîne et se glissait dans chaque pièce. Ce n'était pas l'odeur d'un restaurant 5 étoiles. C'était l'odeur d'un foyer, d'une cuisine chaleureuse, de sécurité. L'odeur de quelqu'un qui cuisine pour la personne qu'il aime. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, le domaine Kincaid, la maison qui s'était transformée en tombeau depuis le jour où Catherine était tombée, emportait le parfum de la vie. Tessa gravit de l'escalier avec un bol de ragoût dans les mains. La chaleur s'élevant du bouillon épais et se transformait en une légère brume qui s'enroulait autour de ses doigts. Elle avança dans un long couloir recouvert de velours noir, passa devant des peintures à l'huile dans des cadres dorés, devant des portes fermées de chaque côté, chacune cachant une pièce vide dans laquelle personne n'était entré depuis très longtemps. Cette maison était si vaste que ses pas résonnaient comme si elle marchait dans une église abandonnée. Au bout du couloir, Perry Walsh, le chef de la sécurité, montait la garde devant une porte peinte en blanc. Il regarda Tessa avec suspicion, mais s'écarta sans un mot,
car les ordres du patron étaient absolus. Tessa poussa la porte et entra dans la chambre de Jonah. La pièce était plus grande que l'appartement dont elle avait rêvé un jour. Un lit en chêne blanc trônait au centre. Des draps en soie et de lourds rideaux occultaient toutes les fenêtres. Pas un seul rayon de lumière naturelle ne pénétrait dans la pièce. Des jouets coûteux, encore emballés dans leur boîte, jamais ouverts, étaient alignés sur les étagères. Un énorme ours en peluche était assis dans un fauteuil, les yeux vitreux brillants, le regard perdu dans le vide. Tout était coûteux, impeccable et froid comme la mort. Cette pièce ne ressemblait pas à une chambre d'enfant. Elle ressemblait plutôt à une salle d'attente d'hôpital où les gens attendaient de mauvaises nouvelles. Jonah était allongé au milieu du lit, si petit qu'il disparaissait presque dans les draps d'un blanc immaculé. Ses cheveux bruns ternes étaient étalés sur l'oreiller. Ses yeux étaient mi-clos. Sa respiration était si légère que Tessa devait regarder attentivement pour voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. Elle resta debout à la porte pendant 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis elle fit ce qu'aucun des 50 chefs avant elle n'avait jamais fait. Elle ne posa pas le bol sur la table à côté du lit. Elle ne dit pas « Mange, mon chéri ». Elle n'essaya pas de le persuader ni de le forcer. Au lieu de cela, elle s'assit sur le sol en bois froid, juste à côté du lit, posa le bol de ragoût sur ses genoux et commença à manger. Elle prit une cuillerée, souffla dessus, la porta à sa bouche et ferma les yeux. Puis elle se mit à raconter une histoire, d'une voix douce, sans regarder Jonah, comme si elle parlait à elle-même ou à quelqu'un qui était parti très loin, mais qui vivait toujours dans sa mémoire. « Ma grand-mère s'appelait Nana May, dit-elle. Elle vivait dans une petite maison dans le Maine, juste à la lisière d'une forêt de pins, où chaque matin, lorsque vous ouvriez la porte, l'odeur de la résine de pin vous envahissait, plus chaude que n'importe quelle cheminée. Elle avait un vieux chat nommé Pepper, au pelage gris argenté, si paresseux qu'il passait toute la journée affalé au pied du poêle, en attendant qu'elle laisse tomber quelque chose par terre. Chaque après-midi, elle préparait un ragoût dans une grande marmite en fonte noire plus grande que ma tête. Et elle disait toujours que le secret ne résidait pas dans les ingrédients. Le secret, c'était la personne pour laquelle on cuisinait. Tessa prit une autre cuillerée et mangea lentement. Elle disait que chaque bol de ragoût était une lettre d'amour. Et on ne l'écrivait pas à l'encre, on l'écrivait avec le temps, avec la patience, en surveillant la marmite pendant des heures pour s'assurer que le bœuf devenait tendre et les carottes sucrées. Elle cuisinait pour moi tous les jours jusqu'au jour où elle n'a plus pu le faire. Et chaque fois que je refais ce plat, j'entends sa voix juste à côté de mon oreille. La voix de Tessa n'était pas plus forte que la pluie qui tambourinait contre la fenêtre. Elle n'essayait pas d'attirer l'attention sur elle. Elle racontait simplement, comme si c'était une des histoires qu'elle racontait chaque soir avant de s'endormir, sinon pour que le souvenir de Nana ne s'estompe pas. Mais sur le lit, quelque chose se passait. Jonah ouvrit les yeux. Ce n'était pas le regard vide, à moitié endormi, à moitié dérivant, auquel tous les médecins et tous les chefs s'étaient habitués. Il ouvrit les yeux et regarda vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Il ne regardait pas le bol de ragoût. Il regardait la fille assise sur le sol de la chambre de son père, mangeant du ragoût et parlant d'une vieille femme et d'un chat paresseux. Tessa sentit ce regard, mais elle ne se retourna pas. Elle ne réagit pas, elle ne fit rien qui puisse briser ce moment fragile. Elle posa simplement la cuillère dans le bol, poussa doucement le bol vers le bord du lit et parla d'une voix aussi normale que possible. « Si tu veux essayer, c'est là. Personne ne t'y oblige. » Puis elle tourna son visage vers la fenêtre, comme si le fait qu'il mange ou non n'était pas la chose la plus importante au monde. Comme si elle n'avait aucune idée que 5 millions de dollars et 50 chefs avaient échoué à l'endroit même où elle était assise. Silence. Un silence si long que Tessa pouvait entendre le tic-tac de l'horloge accrochée au mur, la pluie contre la vitre, les battements de son propre cœur dans sa poitrine. Puis un bruit faible, plus léger qu'un souffle. Le bruissement du tissu de la couverture lorsqu'une petite main, si fine qu'on pouvait voir chaque articulation des os, sortit de sous le bord de la couverture. Des doigts tremblants touchèrent le manche de la cuillère et se refermèrent dessus. Jonah prit une cuillerée de ragoût, la porta lentement à sa bouche et mangea. La cuillère toucha à nouveau le bol, puis à nouveau l'extérieur de la porte entr'ouverte. Asher Kincaid se tenait debout, le dos contre le mur du couloir. Il était là depuis que Tessa était entrée,
le dos tourné à la porte, les yeux baissés vers le sol, écoutant chaque mot à travers la fente. Il l'entendit parler de sa grand-mère, du chat, de l'odeur du pain. Il entendit sa voix, légère comme le vent dans les arbres. Et puis il l'entendit, le bruit de la cuillère tapotant le bol, le plus petit des sons, le plus ordinaire des sons, insignifiant pour n'importe qui d'autre sur cette terre. Mais pour Asher Kincaid, c'était le son qu'il croyait ne plus jamais entendre. Son fils était en train de manger. Les jambes de l'homme le plus puissant de Boston se dérobèrent sous lui. Son dos glissa le long du mur jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le sol du couloir, la tête penchée en avant, les mains tatouées couvrant son visage. Ses épaules tremblaient. Aucun son ne sortait. Pas un sanglot, pas un soupir, pas même un souffle brisé. Seul le silence d'un homme qui avait oublié depuis longtemps comment pleurer et qui ne pouvait plus s'arrêter maintenant parce qu'un inconnu assis sur son sol venait de faire ce que le monde entier n'avait pas pu faire, avec un bol de ragoût et une histoire sur un vieux chat nommé Pepper. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil de Boston percèrent les nuages gris laissés par la tempête de la nuit précédente et illuminèrent la cuisine où Tessa était réveillée depuis 5 heures du matin, préparant le prochain repas. Elle se tenait près de la cuisinière, remuant une casserole de flocons d'avoine avec du miel et de la cannelle, lorsqu'elle entendit des pas familiers derrière elle. Elle se retourna et vit Asher Kincaid debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Toujours en costume, mais sans cravate, le col ouvert comme s'il avait été éveillé toute la nuit et n'avait pas pris la peine de se changer. Il semblait différent de l'homme effrayant qu'il était dans l'escalier la nuit précédente. Non pas parce qu'il était moins dangereux, mais parce que pour la première fois depuis que Tessa l'avait rencontré, ses yeux gris n'étaient pas complètement sombres. Il y avait quelque chose au fond d'eux, fragile et petit, comme une bougie vacillant derrière un mur épais. « Jonah a fini tout le bol, dit-il, sa voix essayant de rester calme, même si un léger tremblement s'accrochait au dernier mot qu'il ne pouvait cacher. Pour la première fois en 4 mois, le garçon avait refusé toute nourriture solide pendant 4 mois, ne survivant que grâce au liquide que les médecins lui administraient de force. Tessa ne dit rien, se contentant d'acquiescer, car elle comprenait que cet homme n'avait pas l'habitude de dire merci, et elle n'avait pas besoin qu'il le fasse. Asher entra dans la cuisine, s'arrêtant à quelques pas d'elle, les mains dans les poches, mais les épaules inclinées vers l'avant, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire avait été mûrement réfléchi pendant la longue nuit. « Je veux que vous restiez. Votre salaire sera 10 fois supérieur à celui de tous les chefs qui ont jamais travaillé dans cette maison. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Tessa l'observa longuement, puis secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de votre intervention, dit-elle, d'un ton qui n'était pas fier mais simplement sincère. J'ai besoin d'une petite chambre, de liberté dans cette cuisine, et que personne n'interfère dans ma façon de cuisiner. C'est tout. » Asher la regarda comme si elle avait parlé dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Car dans son monde, tout le monde avait un prix. Toute loyauté pouvait s'acheter, et quelqu'un qui refusait de l'argent était soit dangereux, soit fou. Mais il acquiesça. Derrière eux, Madame Hargrove entra, le dos droit et le visage tendu. « Monsieur, je dois dire que c'est une décision irréfléchie. Elle n'a aucune référence, aucun document attestant de son parcours, aucune recommandation d'aucune sorte. C'est une vagabonde qui est entrée ici pour se mettre à l'abri de la pluie, et nous ne savons même pas qui elle est. » Asher ne se retourna pas pour la regarder. Il prononça une seule phrase, d'une voix basse et monocorde comme un lac avant la tempête. « Elle a fait ce que 50 chefs n'ont pas réussi à faire. Elle reste. » Fin de la discussion. Madame Hargrove serra les lèvres, les rides autour de sa bouche se creusant, mais elle s'inclina et quitta la cuisine en silence. Car dans cette maison, quand Asher Kincaid disait que c'était fini, c'était vraiment fini. Tessa Marlowe resta donc. On lui attribua une petite chambre au rez-de-chaussée, à côté de la cuisine, juste assez grande pour accueillir un lit simple, une armoire et une petite table où elle posa le cahier de recettes de Nana May. Elle accrocha le tablier brodé de lavande à un crochet derrière la porte, et, pour la première fois depuis de nombreuses années d'errance, elle avait un endroit à elle. Les jours qui suivirent s'écoulèrent comme une mélodie, trouvant lentement leur rythme. Tessa cuisinait tous les jours, sans jamais se répéter, sans jamais suivre de recette. Chaque repas était une nouvelle histoire. Le 2e jour, elle prépara une tourte au poulet,
une pâte feuilletée recouvrant une garniture crémeuse de poulet et de légumes mijotés. L'odeur du beurre chaud s'échappait du four lorsque Tessa ouvrit la porte. Le troisième jour, elle prépara des macaronis au fromage. Pas ceux en boîte, mais la version namaise avec 3 sortes de fromage cuit jusqu'à ce que le dessus soit doré et que l'intérieur forme de longs fils. Le quatrième jour, c'était un crumble aux pommes. Des pommes coupées en tranches mélangées à de la cannelle et du sucre brun, recouvertes d'un crumble au beurre et d'amandes, tout droit sorti du four, servi avec une boule de glace à la vanille. Chaque plat était accompagné d'une petite histoire racontée par Tessa, assise à côté de Jonah, sans jamais forcer ni se précipiter. Et Jonah mangeait. Le premier jour, il a pris quelques cuillerées et a détourné le visage. Le deuxième jour, la moitié d'un bol. Le troisième jour, tout le bol. Et pour la première fois, il a levé les yeux vers Tessa après avoir fini, comme pour demander s'il y en avait encore. À la fin de la première semaine, Jonah est sorti de son lit tout seul, a marché seul dans le couloir, a descendu les escaliers sur des jambes encore tremblantes après des mois d'immobilité et a trouvé le chemin de la cuisine. Il grimpa sur la chaise haute près du comptoir et s'assit là pour regarder Tessa cuisiner. Ses yeux n'étaient plus vides, mais commençaient à briller, comme une bougie que quelqu'un venait de rallumer. Puis, le 10e jour, Tessa posa un bol de ragoût devant Jonah. Il le mangea en silence, posa la cuillère, leva les yeux vers elle et dit un seul mot d'une voix rauque qu'il n'avait pas utilisé depuis trop longtemps. Encore. Tessa se figea un instant, les yeux brûlants. Mais elle se contenta de sourire, se retourna vers la cuisinière et lui servit un autre bol au 3e étage, dans le bureau fermé à clé. Asher était assis devant l'écran de sécurité qui diffusait les images de la caméra de la cuisine. Il regardait son fils perché sur la chaise haute, les jambes ballottant au-dessus du sol, la bouche barbouillée de sauce, disant quelque chose à Tessa tandis qu'elle riait et lui essuyait le visage avec un chiffon humide. Asher regarda longuement. Puis il éteignit l'écran, se pencha en arrière sur sa chaise, ferma les yeux et, pour la première fois en 4 mois, il inspira sans ressentir de douleur dans la poitrine. Mais ce moment de paix ne dura pas. Le soir même, Perry Walsh frappa à la porte du bureau. Le visage habituellement impassible du chef de la sécurité était désormais marqué par un pli inquiet entre les sourcils. « Patron, dit-il doucement, quelqu'un dehors pose des questions sur la fille. » 2 sources distinctes, l'une provenant des docks et l'autre du vieux quartier, posaient toutes deux la même question. Qui est la femme qui vit dans la maison Concord? Asher ouvrit les yeux et en un instant, le père qui avait souri à la caméra disparut complètement. À sa place se tenait le directeur, le caïd de Boston, les yeux gris refroidis de 2 degrés et la mâchoire crispée. « Trouvez qui pose la question, dit-il, et gardez tout cela secret. » Perry acquiesça et quitta la pièce. La porte se referma et Asher resta seul dans l'obscurité de son bureau. Il comprit que les rumeurs avaient commencé à s'échapper des murs de ce domaine, et dans son monde, les rumeurs étaient plus dangereuses que les balles. L'horloge du manoir Concord sonna 2 heures du matin, son carillon grave résonnant dans les couloirs vides comme les coups frappés par quelqu'un qui était parti depuis très longtemps. Asher ne pouvait pas dormir. Il n'avait pas dormi la plupart des nuits depuis le décès de Catherine. Mais cette nuit-là était différente. Non pas à cause de la crainte familière que Jonah ne s'affaiblisse à nouveau, mais parce que, pour la première fois, cette crainte s'était légèrement atténuée, et cette atténuation elle-même le troublait d'une manière qu'il ne savait pas encore nommer. Il descendit les escaliers dans l'obscurité, sans allumer la lumière, car il connaissait chaque marche, chaque recoin, chaque planche qui craquait dans la maison qu'il avait construite avec son argent et son sang. Ses pieds le portèrent par habitude jusqu'à la cuisine, l'endroit où il se servait généralement un verre de whisky et contemplait le jardin noir derrière les portes vitrées. Mais ce soir-là, la cuisine n'était pas vide. Une petite lumière provenant de la lampe au-dessus du comptoir se répandait sur le sol. Et là, sur ce sol, Tessa Marlowe était assise, les genoux repliés contre sa poitrine, le dos appuyé contre des placards. Ses 2 bras serraient fermement son cahier de recettes, comme si elle tenait quelqu'un qui s'éteignait lentement. Elle pleurait, non pas à chaudes larmes, mais comme quelqu'un qui a l'habitude de pleurer seul, en silence, les larmes coulant sur ses joues et tombant sur la couverture usée du cahier, les épaules légèrement tremblantes, tandis que sa respiration restait contrôlée,
comme si elle avait appris depuis longtemps à souffrir sans que personne ne l'entende. Asher s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Dans son monde, il avait déjà vu des larmes. Les larmes des mendiants, les larmes des traîtres lorsqu'ils étaient pris, les larmes des femmes dont les maris ne rentraient pas à la maison. Mais ces larmes étaient différentes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui ne pleurait pas pour être vu. Des larmes qui coulaient dans une cuisine à 2 heures du matin, alors qu'elle croyait que personne ne la regardait. Il ne dit rien. Il prit un verre d'eau dans le placard, s'approcha silencieusement et le posa par terre à côté d'elle. Puis, il s'assit en face d'elle, le dos appuyé contre le pied de l'îlot, les jambes allongées et resta simplement là. Le silence s'installa entre eux. Pas un silence pesant, mais celui qui s'installe lorsque 2 personnes comprennent que parfois, la simple présence suffit. Tessa s'essuya les yeux avec le dos de la main, baissa les yeux vers le cahier, puis les releva vers lui. Elle ne s'excusa pas d'avoir pleuré, et il la respecta pour cela. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda Asher d'une voix basse et posée. Ce n'était pas la voix d'un caïd interrogeant quelqu'un, mais celle d'un homme qui voulait sincèrement savoir. « Je sais que ce n'était pas pour l'argent. Je l'ai compris dès que tu l'as refusé. Alors pourquoi ?» Tessa le regarda longuement, comme si elle hésitait à ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée pendant des années. Puis elle parla mot après mot, comme si elle ramassait des éclats sur le sol. « Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Elle avait 3 emplois pour m'élever et son corps n'a pas tenu le coup. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Quand ma mère est morte, je n'avais plus personne à part Nana May. Elle m'a accueilli dans sa petite maison du Maine et m'a appris à cuisiner. Pas comme à l'école, mais en posant ma main sur le manche de la cuillère et en me disant « La nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit aussi l'âme. Et quelqu'un qui cuisine avec son cœur peut guérir des choses que les médecins ne peuvent pas soigner. » Elle s'est interrompue, effleurant du bout des doigts la page jaunie du cahier. « Elle est morte quand j'avais 19 ans. Elle m'a laissé ce livre et ce tablier, rien d'autre. J'ai perdu ma maison, j'ai vécu dans la rue, j'ai fait tous les petits boulots que je pouvais trouver. La plonge, la préparation, le service, partout où on voulait bien m'embaucher. Puis j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il m'aiderait à ouvrir mon propre petit restaurant. Je l'ai cru. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais économisé pendant 3 ans. Il a disparu du jour au lendemain. Elle l'a dit sans amertume, sans colère, seulement avec la voix nue de quelqu'un qui a accepté que le monde prenne parfois tout sans raison. Puis j'ai vu l'annonce concernant l'enfant qui ne mangeait pas. Tessa a regardé Asher droit dans les yeux et je me suis vu à 14 ans. Après la mort de ma mère, j'ai arrêté de manger, moi aussi. Je ne voulais pas mourir, mais je ne trouvais pas non plus de raison de vivre. Nana May ne m'a pas forcé. Elle m'a juste préparé un bol de ragoût, s'est assise à côté de moi, m'a raconté des histoires et a attendu. Tout comme tu l'as fait avec Jonah, a dit Asher. Tessa a hoché la tête. Je me suis dit que si un bol de ragoût m'avait sauvé, il pourrait peut-être sauver cet enfant. Je n'avais rien à perdre. Alors je suis venu. Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais cette fois-ci, il semblait plus chaleureux, comme si un fil invisible venait de les rapprocher à travers les blessures qu'ils essayaient tous deux de cacher. Asher baissa les yeux vers ses mains, les doigts tatoués entrelacés, puis parla si doucement que Tessa dut se pencher en avant pour l'entendre. Catherine, ma femme, cuisinait aussi pour Jonah. Rien d'extraordinaire, juste des crêpes le matin. Elle mélangeait la pâte, la versait dans la poêle, puis dessinait des smileys avec du chocolat fondu. Tous les matins, sans exception. Il s'interrompit, serra les mâchoires avant de se détendre. Depuis sa mort, chaque repas rappelait Jonah à sa mère. Chaque bol, chaque cuillère, chaque odeur lui rappelait qu'elle n'était plus là. Alors, il avait arrêté de manger. Non pas parce qu'il n'avait pas faim, mais parce que manger lui faisait trop mal. Il leva les yeux, ses yeux gris rencontrant ceux bruns de Tessa. Jusqu'à ce que vous arriviez, vous cuisinez différemment d'eux. Vous ne cuisinez pas pour remplir un estomac vide. Vous cuisinez pour combler autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais Jonah le sait. Tessa ne répondit pas, car elle comprit que cet homme ne s'ouvrait à personne. Et le fait qu'il soit assis sur le sol de la cuisine à 2 heures du matin pour parler de sa défunte épouse
avait plus de valeur que toute la somme d'argent qu'il lui avait jamais offerte. Ils restèrent là longtemps. Deux étrangers portant des blessures si profondes qu'ils pensaient que personne d'autre ne pourrait jamais les comprendre. Assis face à face sur le sol de la cuisine, ils réalisèrent que leur douleur parlait le même langage. Quand Asher se leva pour partir, il s'arrêta à la porte de la cuisine. « Catherine » dit-il à nouveau, comme si ce nom pesait lourdement sur sa langue. Tessa hésita. Quelque chose vacilla à la lisière de sa mémoire, vague, comme le visage de quelqu'un qu'elle avait vu dans un rêve ou dans une autre vie. Le nom Catherine résonnait dans son esprit avec une résonance familière qu'elle ne pouvait saisir, comme une mélodie qu'elle connaissait, mais dont elle ne se souvenait pas des paroles. Elle fronça les sourcils pendant une seconde, essayant d'attraper ce fragile fil de mémoire, mais il lui glissa entre les doigts comme de l'eau. Elle abandonna et retourna sécher le cahier de recettes de Nana Moon, ne sachant pas encore que la réponse qu'elle cherchait se trouvait déjà dans cette maison, l'attendant à l'endroit où elle s'y attendait le moins. Après cette nuit-là, sur le sol de la cuisine, quelque chose changea dans le manoir Kincaid. Pas bruyamment, pas avec des annonces, juste un léger changement, comme lorsque l'hiver cède la place au printemps et que personne ne peut dire exactement quel jour la neige a cessé de tomber. Asher commença à rentrer plus tôt à la maison. Au début, ce n'était qu'une demi-heure plus tôt, puis 1 heure, puis 2, jusqu'à ce que Perry Walsh remarque que son patron, l'homme qui restait au bureau près des docks jusqu'à minuit pour superviser chaque expédition, partait désormais toujours avant 18 heures pour la même raison tacite. Il rentrait à temps pour le dîner, non pas parce qu'il avait faim, mais parce que pour la première fois en 4 mois, la table à manger de son manoir n'était plus un endroit qu'il voulait éviter. Cela s'est produit un soir de semaine, 3 semaines après l'arrivée de Tessa. Elle venait de mettre le dîner sur la petite table de la cuisine. Pas la table en acajou de 12 places de la grande salle à manger que personne n'utilisait plus, mais la simple table en bois de la cuisine que Tessa avait transformée en cœur de la maison. Jonah était déjà perché sur sa chaise haute, les pieds ballants, les yeux fixés sur la marmite de ragoût qui mijotait sur la cuisinière. Lorsque Asher entra, Jonah leva les yeux vers son père, puis vers la chaise vide à côté de lui, puis vers Tessa, puis de nouveau vers son père. Et le garçon fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour aucun des 50 chefs cuisiniers ou 20 médecins. Il tendit la main, prit celle de son père, la tira doucement et désigna la chaise vide à côté de Tessa. « Papa, assieds-toi ici », dit-il d'une voix calme et douce, mais chaque jour plus claire. À côté de Tessa, Asher regarda son fils, la chaise. Tessa, debout près de la cuisinière dans son tablier brodé de lavande, une cuillère en bois à la main, les yeux détournés du sien comme si elle ne savait pas non plus quoi faire. Il s'assit et, pour la première fois depuis la mort de Catherine, ils s'assirent tous les trois à la même table. Tessa servit le ragoût. Jonah raconta à son père qu'il avait aidé Tessa à éplucher les pommes de terre et qu'il ne s'était coupé le doigt qu'une seule fois. Tessa fit semblant de le gronder, lui disant qu'il devait être plus prudent la prochaine fois. Jonah rit. Le rire d'un enfant de 5 ans résonna dans la cuisine, rebondit sur les murs en acier inoxydable, fit écho au plafond et a rempli chaque espace vide. Madame Harrow est passée devant la porte de la cuisine à ce moment-là et s'est arrêtée une seconde en entendant ce son, clignant rapidement des yeux. Puis elle a continué son chemin sans dire un mot, bien que ses pas fussent plus lents que d'habitude. Quelques jours plus tard, Asher a laissé une longue boîte en bois sur le comptoir de la cuisine. Tessa l'ouvrit et y trouva un ensemble de couteaux de cuisine. Pas le genre de couteaux brillants exposés sur une étagère, mais de vrais couteaux de travail. Des lames en acier forgées à la main, des manches en noyer adaptées à la main. Assez lourds, parfaitement équilibrés. Le genre de couteau qu'un vrai cuisinier comprendrait. « Tes couteaux sont trop petits, » dit Asher sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur le journal qu'il tenait dans ses mains, comme si cela n'avait aucune importance. « Tu vas te couper avant d'avoir fini de hacher un oignon. » Tessa regarda les couteaux, puis lui, puis à nouveau les couteaux. Elle comprit que ce n'était pas un cadeau, car Asher Kincaid ne faisait pas de cadeaux. C'était la seule façon qu'il connaissait pour lui dire qu'il tenait à elle sans avoir à le dire. Elle prit le couteau de chef, sentit son poids dans sa paume, puis acquiesça. « Merci, dit-elle. » C'était tout, et c'était la première fois qu'elle acceptait quelque chose de lui au-delà d'une petite chambre et du droit de se tenir dans la cuisine,
mais à l'extérieur des murs du manoir, dans un monde complètement différent. Le nom de Tessa Marlowe se propageait de bouche à oreille comme un virus. Dans un vieil entrepôt du sud de Boston, où l'odeur de l'huile de moteur se mêlait à celle des cigares coûteux, Hall Brennan était affalé dans un fauteuil en cuir éraflé, les bottes sur le bureau, écoutant ses hommes terminer leur rapport, puis il éclata de rire. Ce n'était pas un rire joyeux, mais le rire de quelqu'un qui venait de repérer une fissure dans le mur d'une forteresse qu'il avait martelée pendant des années sans y faire la moindre entaille. « Caïd s'est ramolli », dit-il aux hommes qui l'entouraient. Le mépris dans sa voix était évident. Le plus grand parrain de Boston s'apprêtait à dîner avec une chef vagabonde qui n'avait pas un sou à son nom. Il est en train de perdre le contrôle et nous n'allons pas laisser passer cette chance. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant le port, Declan Royce termina un appel téléphonique et posa son verre sur la table, le visage impassible. Royce était le plus ancien allié d'Asher, l'homme qu'Asher considérait comme son frère, l'homme qui siégeait à sa droite lors de toutes les réunions importantes. Mais ce soir-là, Royce décrocha son téléphone et appela Hall Brennan. L'appel dura 12 minutes. À la fin, Brennan savait tout. D'où venait Tessa, dans quelle chambre elle dormait, ce qu'elle cuisinait, et surtout, comment Asher Kincaid la regardait quand il pensait que personne ne faisait attention. Quant à Tessa, elle ne savait rien de Brennan, de Royce, ni du monde des loups qui se refermait sur sa nouvelle vie. Elle ne savait que cette nuit-là. Quand elle retourna dans sa chambre après le dîner, son pied heurta quelque chose sur le sol devant sa porte. Une enveloppe blanche, sans nom d'expéditeur, avait été glissée sous la porte. Elle la ramassa, l'ouvrit, et son corps se glaça. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle debout dans la cuisine des Kincaid, remuant la marmite, vêtue du tablier de Nanam. La photo avait été prise sous un angle où elle n'avait jamais vu personne se tenir. Sous la photo, une ligne écrite à l'encre noire, d'une écriture nette et froide, disait « Pars où tu ne partiras jamais ». Tessa se tenait au milieu de sa chambre, la photo à la main, le cœur battant à toute rompre. Elle regarda autour d'elle, le petit espace, le tablier accroché au crochet derrière la porte, le cahier de recettes sur la table, les nouveaux couteaux dans leur boîte en bois. Puis elle plia la photo, la glissa dans l'enveloppe, la cacha sous son oreiller et n'en parla à personne. Car Tessa Marlowe avait survécu à la perte de sa mère, de sa grand-mère, de sa maison, de tout son argent et de sa foi en l'humanité. Un bout de papier menaçant laissé par quelqu'un trop lâche pour signer de son nom n'allait pas la faire fuir. Mais allongée dans le noir cette nuit-là, les yeux ouverts fixant le plafond, elle savait que le monde au-delà de la grille en fer avait commencé à la voir. Et dans ce monde, être vue n'était jamais une bonne chose. La photo sous son oreiller n'était pas la seule chose qui empêchait Tessa de dormir les nuits suivantes. À l'intérieur du manoir Kincaid, une autre bataille se déroulait, plus silencieuse, sans enveloppe ni menace écrite, mais non moins intense. Elle commença par de petites choses. Le lundi matin de la 4e semaine, Tessa ouvrit le réfrigérateur et découvrit que les 2 kilos de bœuf qu'elle avait mis de côté la veille avaient disparu. Elle demanda autour d'elle. Personne ne savait rien. Cet après-midi-là, le thym frais qu'elle avait acheté et laissé sur le comptoir avait également disparu. Le lendemain, elle entra dans la cuisine à 5 heures du matin et trouva le sol recouvert d'eau. Quelqu'un avait renversé un seau entier d'eau de lavage sur le granit noir juste devant la zone de cuisson. Le sol était si glissant qu'elle a failli tomber en franchissant le seuil. Elle n'est pas tombée. Elle s'est agrippée au bord du comptoir, s'est stabilisée, a regardé l'eau scintillante sous les lumières, puis a tranquillement pris la serpillière dans le coin et a commencé à nettoyer. Pas de plainte, pas de questions sur l'auteur du méfait, pas de rapport à Asher. Elle a nettoyé jusqu'à ce que le sol soit sec, puis a ouvert le garde-manger pour chercher des substituts à ce qui avait été caché, trouvant quelques pommes de terre et des oignons, juste assez pour préparer le dîner. Mais elle les entendait, les chuchotements derrière elle chaque fois qu'elle traversait les couloirs, pas assez fort pour qu'elle puisse comprendre chaque mot, mais assez fort pour qu'elle sache quel était le sujet de la conversation. Elle entendait des ricanements lorsqu'elle portait son vieux tablier. Elle entendait quelqu'un la traiter de vagabonde. Elle entendait une voix de femme dire qu'elle essayait de s'accrocher au patron.
Elle entendait une autre voix répondre que quelqu'un comme elle serait tôt ou tard rejeté dans la rue, là où était sa place. Tessa y entendait tout, et elle ne disait rien. Mais chaque soir, lorsqu'elle retournait dans la petite pièce à côté de la cuisine, fermait la porte et s'asseyait sur le lit en regardant le tablier de Nanim suspendu au crochet, elle sentait une fissure silencieuse se propager dans sa poitrine. Non pas parce que ses cruautés étaient vraies, mais parce qu'une petite partie d'elle-même commençait à se demander si elle l'était. Qui était-elle dans cette maison? Une cuisinière? Elle n'avait aucune qualification. Une servante? Elle n'avait pas de contrat. Une étrangère vivant de la pitié d'un seigneur du crime? Elle ne savait pas, et plus elle restait, plus elle se sentait comme une tache d'encre sur un tissu blanc, quelque chose qui n'avait pas sa place, quels que soient ses efforts. Puis Jonah lui posa la question. Cet après-midi-là, ils étaient tous les deux dans la cuisine. Jonah, assis sur sa chaise haute, regardait Tessa préparer la pâte pour une tarte. Ses petits pieds se balançaient, sa bouche était saupoudrée de farine, car il avait goûté en cachette quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Il lui racontait un rêve dans lequel il volait sur des nuages qui avaient le goût de macaroni au fromage, quand il s'arrêta soudainement, pencha la tête et demanda d'une voix claire et spontanée d'enfant. « Tessa, où est ta maman? » Les mains de Tessa se figèrent dans la pâte. Elle ne respirait plus, ne bougeait plus. La question de Jonah lui transperça la poitrine comme une petite aiguille qui touchait le nerf le plus profond qu'elle avait enfoui sous des couches de tissu cicatriciel. 13 ans s'étaient écoulés depuis la mort de sa mère, et Tessa n'avait jamais parlé d'elle sans sentir le sol se dérober sous ses pieds. Mais cet enfant de 5 ans la regardait avec de grands yeux, attendant une réponse. Et pour la première fois de sa vie, Tessa ne s'enfuit pas. Elle posa la pâte, s'essuya les mains sur son tablier, puis s'accroupit jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur de ceux de Jonah. « La maman de Tessa est très loin, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante, mais sans se briser. Mais chaque fois que Tessa cuisine, elle sent la présence de sa mère ici même, dans cette cuisine, dans l'odeur du temps, dans la chaleur du four. Elle est dans tout ce que Tessa prépare. Jonah l'observa longuement, avec des yeux bien plus sages que son âge, les yeux d'un enfant qui avait frôlé la mort et vu des choses que les adultes ne pouvaient pas voir. Puis il enroula ses petits bras autour du cou de Tessa et murmura à son oreille. Comme Jonah et sa mère, Tessa la serrait contre elle, les yeux fermés, les larmes coulant sur ses joues, mais jamais là où Jonah pouvait les voir. Ils se sont enlacés au milieu de la cuisine. Un enfant sans mère et une femme sans mère, deux orphelins se reconnaissant à travers le parfum des fleurs et la chaleur du four. Cette nuit-là, après que Jonah se soit endormi, après que le manoir se soit plongé dans le silence, Tessa resta debout dans sa chambre, fixant longuement le tablier accroché au crochet. Puis elle le décrocha, le plia soigneusement et le rangea dans son sac à dos. Elle y glissa le cahier de recettes. Elle laissa les nouveaux couteaux sur la table. Elle passa le sac à dos sur son épaule, ouvrit la porte, marcha dans le couloir sombre et atteignit la porte arrière du manoir. Non pas à cause de la lettre de menace. Ce n'était pas à cause de la cruauté du personnel, mais parce que lorsque Jonah avait dit qu'il était comme sa mère, Tessa avait vu quelque chose qui l'avait effrayée plus que n'importe quelle menace écrite. Elle s'était vue à la place de Catherine, cuisinant dans la cuisine de Catherine, assise sur la chaise de Catherine, tenant le fils de Catherine dans ses bras. Et elle avait eu peur de remplacer une femme morte, de prendre une vie qui n'était pas la sienne, une vie qu'elle ne méritait pas et qu'elle n'avait jamais eue, car elle n'était qu'une orpheline qui n'avait rien d'autre qu'un sac à dos et un vieux cahier. Sa main venait de toucher la poignée de la porte arrière lorsqu'une petite voix retentit derrière elle. « Tessa », dit-elle en se retournant. Jonah se tenait là, pieds nus sur le sol en pierre froide, vêtu d'un pyjama bleu pâle, les yeux lourds de sommeil mais remplis de peur, comme s'il avait un sixième sens pour savoir quand quelqu'un était sur le point de partir, car il avait perdu sa mère de cette façon. Il s'était endormi avec elle à ses côtés et s'était réveillé pour découvrir qu'elle était partie pour toujours. « Tessa a promis de faire un crumble aux pommes », dit Jonah, la voix tremblante, la lèvre inférieure commençant à frémir. Tessa promit. Le sac à dos sur l'épaule de Tessa lui semblait lourd comme du plomb. Elle regarda la porte, la poignée, l'obscurité dehors où la pluie avait cessé, mais où l'air était encore froid.
Puis elle regarda l'enfant debout pieds nus sur le sol parce qu'il avait peur qu'elle parte. Elle laissa tomber le sac à dos par terre, s'agenouilla et serra Jonah si fort qu'il pouvait entendre son cœur battre. « Tessa ne va nulle part, murmura-t-elle dans ses cheveux. « Tessa te le promet. » Le lendemain matin, lorsque Tessa entra dans la cuisine, elle trouva un petit morceau de papier plié sur la table en bois. Pas d'enveloppe, juste du papier blanc avec une ligne écrite à l'encre noire. L'écriture était forte, décisive, légèrement inclinée vers la droite. « Ne les laisse pas écrire ton histoire. Écris-la toi-même. » Il n'y avait pas de signature. Mais Tessa reconnut l'écriture, car elle appartenait à l'homme qui contrôlait toute la ville, mais qui écrivait avec une légère inclinaison, comme s'il était toujours pressé. Et elle comprit qu'Asher savait qu'elle avait failli partir la nuit précédente, savait pourquoi, et au lieu de donner des ordres ou de proférer des menaces, il avait laissé 8 mots sur la table de la cuisine. 8 mots que personne dans son milieu criminel n'aurait cru qu'il était capable d'écrire. Tessa plia le papier, le plaça sur la première page du cahier de Nanim, à côté de la recette du ragoût de bœuf, noua son tablier et commença à préparer le petit déjeuner. Au moment même où Tessa nouait son tablier dans la cuisine ce matin-là, de l'autre côté de la ville, dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme situé sur le pont, avec des fenêtres donnant sur la baie de Boston, 6 des hommes les plus dangereux de la ville étaient assis autour d'une table ronde recouverte d'une nappe blanche. Ce n'était pas un repas. C'était un tribunal et Asher Kincaid était l'accusé. Il était assis à sa place habituelle, le dos droit, vêtu d'un costume noir impeccable, les yeux gris se déplaçant lentement d'un visage à l'autre, avec le calme d'un homme qui occupait cette table depuis 20 ans et n'avait jamais cédé devant personne. Holt Brennan était assis en face de lui, se penchant en arrière avec l'aisance calculée de quelqu'un qui détient la carte gagnante. Il fut le premier à prendre la parole, sa voix lente comme du miel coulant sur une lame. « J'ai entendu dire que la cuisine Kincaid avait un nouveau chef, dit-il, les yeux parcourant la table à la recherche d'alliés et trouvant quelques sourires réceptifs. Une fille que personne ne connaît, sans référence, sans passé, qui vit dans le manoir de l'homme qui contrôle la moitié des docks de Boston. Et j'ai aussi entendu dire que le plus grand patron de la ville rentre désormais chez lui tous les soirs pour dîner, comme un mari de banlieue. » Des rires se propagèrent autour de la table. Pas des rires amusés, mais des rires de loup, sentant la faiblesse. Asher ne bougea pas, le visage impassible comme de l'eau gelée, mais sous la table, sa main droite se crispa jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis Declan Royce prit la parole, et c'est là que tout bascula. Royce, qui était assis à la droite d'Asher depuis 12 ans, qu'Asher avait sorti des bidonvilles de Dorchester et à qui il avait confié une partie de son empire, l'homme qu'Asher considérait comme son frère, parle à voix basse, les yeux fixés sur Asher. « Je pense que Hull a raison, pas au sujet de l'histoire du chef, mais au sujet de la distraction. Nous devons voter pour nous assurer que l'homme à la tête de l'entreprise est toujours assez vif pour occuper ce poste. » La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Asher. Un vote de défiance. Pour la première fois en 20 ans, posé sur la table par l'homme en qui Asher avait le plus confiance. Asher regarda Royce longuement, non pas avec colère, mais avec le regard de quelqu'un qui venait d'entendre un os se briser dans sa poitrine et qui essayait d'identifier l'endroit de la fracture. Puis il se leva, boutonna sa veste, dit qu'il allait y réfléchir et quitta le restaurant sans se retourner. Dans la voiture qui les ramenait au manoir, Perry Walsh était assis sur le siège passager, le visage tendu comme un ressort. « Patron, dit-il doucement à propos de la lettre envoyée à Mel Marlowe. J'ai retracé les caméras et suivi la piste. » Asher regardait la pluie ruisseler sur la vitre. La bruine de Boston recouvrait la ville d'un voile gris. « Parlez, dit-il. L'enveloppe a été glissée sous sa porte à 23h43. La personne qui l'a fait est un membre du personnel de nettoyage nommé Garcia, embauché il y a 3 semaines sur la recommandation de M. Royce. » Perry fit une pause, puis continua. « Garcia a été payé à partir d'un compte que nous avons retracé jusqu'à une seule personne. Declan Royce. » Le silence à l'intérieur de la voiture était si pesant qu'on pouvait le sentir sur la peau. Asher ne tourna pas la tête. Il ne frappa rien. Il n'a pas élevé la voix. Il est simplement resté assis là, tapotant légèrement sa cuisse du bout des doigts, les yeux fixés sur la pluie. Et lorsqu'il a pris la parole, sa voix était si neutre que Perry, qui l'avait suivi dans toutes les guerres pendant 12 ans, et ressenti un froid plus intense que jamais,
en entendant son patron crier « Lodged ». Aucune action pour l'instant, juste 3 mots. Mais Perry a compris que ces 3 mots signifiaient que Royce venait de signer son arrêt de mort sans le savoir. Et quand Asher Kincaid déciderait d'agir, il n'y aurait pas de seconde chance. Mais la plus grande tempête de cette journée ne venait pas de Brennan ou de Royce. Elle venait de 2 membres du personnel qui se tenaient devant la porte de la cuisine à 16 heures, sans se rendre compte que Jonah jouait dans le couloir juste derrière eux. « J'ai entendu dire que les grands patrons faisaient une pression sur lui », murmura une femme. « Le chef va se faire virer. Il ne pourra pas la garder. Elle n'est qu'un boulet. Tôt ou tard, elle se retrouvera dans la rue, là où est sa place. » Jonah entendit les mots « se faire virer ». Et dans l'esprit d'un enfant de 5 ans qui avait perdu sa mère, ces mots ne signifiaient qu'une seule chose. Maman s'était fait virer. Maman était partie et n'était jamais revenue. Et maintenant, Tessa allait se faire virer aussi. Tessa ne reviendrait jamais. Ce soir-là, lorsque Tessa posa le bol de ragoût devant Jonah, il ne tendit pas la main pour le prendre. Il regarda le bol et le repoussa. Il tourna son visage vers le mur, ramena ses genoux contre sa poitrine et ne dit pas un mot. Tessa regarda le bol rejeté et sentit le sang dans ses veines se refroidir. Sa plus grande peur, le cauchemar que toute la maison croyait derrière elle, revenait juste devant elle. Madame Hargrove apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Perry se tenait derrière elle, le téléphone déjà à la main, prêt à appeler le médecin. Mais Tessa leva la main, leur faisant signe à tous de s'arrêter. Elle ne paniqua pas. Elle regarda Jonah, recroquevillé sur le lit, le bol refroidissant sur la table, et elle comprit, non pas grâce à ses connaissances médicales ou à sa formation d'experte, mais grâce à l'instinct de quelqu'un qui avait été cet enfant, qui s'était recroquevillé sur un lit, refusant de manger parce que chaque repas lui rappelait que la personne qu'il aimait était partie. La première fois, elle avait sauvé Jonah en s'asseyant à côté de lui et en lui racontant des histoires. Cette fois-ci, elle avait besoin de quelque chose de différent. Elle s'approcha du lit et souleva doucement Jonah. Il ne résista pas, mais ne s'accrocha pas non plus. Son corps était mou comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Elle l'a porté jusqu'à la cuisine, l'a installé dans sa chaise haute habituelle et, au lieu de placer le bol devant lui, elle a posé la cuillère en bois et la petite casserole chaude qui venait du fourneau sur le comptoir devant lui. « Aujourd'hui, Jonah cuisine pour Tessa », dit-elle d'une voix normale, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Jonah est le chef, Tessa est très faim. Le garçon la regarda la cuillère en bois, regarda la casserole sur la cuisinière. Ses yeux étaient toujours effrayés, toujours incertains, mais quelque chose brillait au fond de son regard. Une petite étincelle. L'étincelle d'un enfant à qui on donne le pouvoir d'agir au lieu de le forcer. Jonah tendit la main vers la cuillère, hésita un instant, puis la plongea dans la casserole et commença à remuer lentement, maladroitement, mais il remua. Et tandis qu'il remuait, sans qu'on le lui demande, sans pression, il prit une petite cuillerée, souffla dessus et la porta à sa bouche. Puis une autre cuillerée, puis une autre. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Asher observait, toujours vêtu du costume qu'il portait lors de la réunion avec les loups. Ty se détendit, les yeux rougis, mais il n'entra pas dans la pièce, car il comprit que ce moment ne lui appartenait pas. La première fois, Tessa avait sauvé Jonah en le nourrissant. Cette fois, elle le sauvait en le laissant se sauver lui-même. Et à ce moment-là, Asher Kincaid sut avec certitude ce qu'il soupçonnait depuis un certain temps. Cette fille ne sauvait pas seulement son fils, elle le sauvait lui aussi. Et il ne laisserait personne, ni Brennan, ni Royce, ni le monde entier, la toucher. Dans les jours qui suivirent cette nuit-là, Jonah prit la cuillère en bois, remua la marmite et se sauva lui-même. Le manoir Kincaid retrouva son calme, telle la surface d'un lac avant l'arrivée du vent. Jonah se remit plus vite que tout le monde ne l'avait prévu, comme si le fait de recevoir cette cuillère en bois et le droit d'être le chef avait allumé un autre feu en lui. Non pas un feu que quelqu'un d'autre entretenait pour lui, mais un feu qu'il avait lui-même allumé. Il commença à courir dans le jardin. Il se mit à rire plus fort. Il a commencé à tirer Tessa par la main tous les après-midi, exigeant qu'il descende à la cuisine pour qu'il puisse se tenir debout sur sa chaise haute et remuer la casserole comme un vrai chef. La couleur est revenue sur ses joues. Ses yeux ont cessé d'être creux et se sont éclairés de jour en jour.
Tout le monde dans la maison l'a remarqué, mais personne n'osait le dire à voix haute, de peur que le fait de nommer ce miracle ne le brise. Un après-midi en semaine, pendant que Jonah faisait sa sieste et qu'Asher n'était pas encore rentré à la maison, Tessa décida de dépoussiérer les étagères du grand salon. C'était une pièce où elle entrait rarement, un vaste espace avec de hauts plafonds, des murs lambrissés de bois sombre et des étagères allant du sol au plafond remplies de volumes reliés en cuir que personne n'avait jamais ouverts, selon elle. Elle passa un chiffon sur les étagères, redressa quelques livres qui s'étaient renversés sur le côté, puis sa main effleura une petite photo encadrée coincée entre deux livres épais. Elle la retira, mais le cadre glissa de ses doigts, tomba sur le sol et le verre se fissura, laissant apparaître une fine ligne diagonale sur l'image. Tessa se baissa pour le ramasser, avec l'intention de le remettre à sa place, puis son regard tomba sur la photo à l'intérieur, et le monde s'arrêta. Sur la photo, une femme se tenait devant un petit café. Derrière elle, on voyait une enseigne en bois avec le nom du café. Tessa le reconnut immédiatement, car elle s'était assise devant cet endroit même, un soir pluvieux, 8 ans auparavant. Un café à Portland, dans le Maine. La femme sur la photo souriait, ses cheveux bruns légèrement soulevés par le vent, vêtue d'un manteau en laine gris, le genre de manteau que Tessa n'oublierait jamais, même si elle vivait encore 100 ans. Car elle avait vu ce manteau depuis le bas, depuis la position d'une jeune fille recroquevillée sur un trottoir glacial, lorsqu'un inconnu s'était arrêté au milieu d'une averse à Portland et s'était assis à côté d'elle. Tessa avait 19 ans cette année-là. Nanné était partie depuis 3 semaines. Tessa n'avait plus de maison, pas d'argent, personne. Elle avait erré toute la journée sous la pluie jusqu'à ce que ses jambes lâchent, puis s'était effondrée devant un restaurant fermé, le dos contre la brique, les genoux repliés contre sa poitrine, essayant de se réchauffer en soufflant dans ses mains. Elle ne pleurait pas parce qu'elle n'avait plus de larmes. Elle restait simplement assise là et pensait que peut-être, si elle fermait les yeux et ne les rouvrait plus jamais, personne ne le remarquerait. Puis quelqu'un s'est assis à côté d'elle. Pas un mot au début, juste le fait de s'asseoir là, sur le trottoir mouillé, ignorant la pluie et le froid, comme si s'asseoir à côté d'une fille sans abri sur un trottoir vers minuit était la chose la plus normale au monde. Tessa a levé les yeux et a vu une femme d'une trentaine d'années. Un manteau en laine grise, des yeux bienveillants qui la regardaient, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus profond. Comme si elle voyait en Tessa quelque chose que Tessa ne voyait pas en elle-même. La femme ne lui demanda pas si elle allait bien, car la réponse était trop évidente. Elle se contenta de placer une boîte de nourriture chaude dans les mains de Tessa. Un récipient en mousse blanche contenant de la soupe, dont la chaleur traversait la fine paroi et réchauffait les paumes engourdies de Tessa. Puis elle glissa un billet de 100 $ plié dans la poche du manteau de Tessa. Si doucement. Tessa ne l'a presque pas remarqué. Et avant de se lever pour partir, la femme l'a regardé et lui a dit une phrase que Tessa a gardée pendant 8 ans. Comme une lampe dans la nuit la plus longue. N'abandonne pas. Le monde a besoin de gens qui savent cuisiner avec leur cœur. Tessa n'a jamais su pourquoi une inconnue lui avait dit cela. Elle ne se souvenait pas lui avoir parlé de cuisine ou de nanamé. Peut-être que la femme avait vu le tablier qui dépassait de son sac à dos. Peut-être l'avait-elle deviné. Peut-être le savait-elle simplement grâce à une sorte d'instinct que seules les meilleures personnes semblent posséder. Tessa n'a jamais su son nom, ne l'a jamais revu, mais ces mots l'ont maintenue en vie pendant l'hiver le plus rude, pendant les nuits passées à dormir dans les gares routières, pendant les journées passées à faire la vaisselle pour un salaire qui ne lui permettait pas d'acheter un dîner décent. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle entendait la voix de la femme au manteau gris dans sa tête. N'abandonne pas, et elle n'abandonna pas. Debout dans le salon des Kincaid, Tessa regarda le cadre qu'elle tenait dans ses mains. Et la femme au manteau gris la regardait en retour depuis la photo, avec le même sourire doux, les mêmes yeux chaleureux, et dans le coin inférieur de la photo, une petite ligne écrite à l'encre bleue. Catherine Kincaid, Portland, Maine. Les mains de Tessa se mirent à trembler. Elle relut Catherine Kincaid. Catherine. Le nom qu'Asher avait prononcé cette nuit-là, sur le sol de la cuisine. Le nom qui lui avait semblé familier d'une manière qu'elle ne pouvait saisir. Le nom qu'elle avait laissé s'échapper parce que le fil de ses souvenirs était trop ténu et lui avait glissé entre les doigts comme de l'eau.
Maintenant, il n'était plus ténu. Il la frappa comme un raz de marée. La femme qui s'était assise à côté d'elle sur un trottoir de Portland. La femme qui lui avait donné de la soupe chaude et 100 dollars. La femme qui lui avait dit de ne pas abandonner parce que le monde avait besoin de gens capables de cuisiner avec leur cœur. C'était Catherine Kincaid, la femme d'Asher, la mère de Jonah. La femme qui était morte 4 mois auparavant, laissant derrière elle un fils qui avait cessé de manger et un mari qui n'avait pas pu le sauver. Tessa serra le cadre contre sa poitrine, s'adossa à la bibliothèque et ses jambes se dérobèrent sous elle jusqu'à ce qu'elle glisse sur le sol du salon. Elle pleura. Pas le genre de pleurs silencieux à 2 heures du matin qu'elle avait appris à faire. Le genre de pleurs qui surviennent lorsque la dernière pièce du puzzle se met en place et que l'image entière apparaît si clairement que cela fait mal. Elle n'était pas arrivée à cette grille en fer par hasard. Elle n'était pas tombée par hasard sur la vie concernant un enfant qui ne mangeait pas. Catherine avait planté une graine 8 ans plus tôt sur un trottoir de Portland. Elle l'avait plantée dans les mains d'une fille sans-abri avec une boîte de soupe chaude et une phrase assez forte pour garder cette fille en vie, pour qu'elle continue à cuisiner, à entretenir le feu qui brûlait en elle. Ainsi, un jour pluvieux à Boston, cette même fille se tiendrait devant la grille de Catherine et sauverait l'enfant que Catherine n'avait pas pu sauver. Tessa n'en avait pas encore parlé à Asher. Elle n'avait pas trouvé les mots pour le faire, car aucune langue ne disposait de mots assez forts pour expliquer que la femme qu'il aimait l'avait sauvée bien avant qu'elle ne sache qu'elle sauverait le fils de cette femme. Elle s'était simplement assise sur le sol du salon, tenant un cadre dont le verre était fêlé en diagonale, et avait compris que sa vie, avec toutes ses pertes, son chagrin, ses errances et son désespoir, n'avait pas été une succession de malheurs dénués de sens. Tout l'avait mené ici. Tout l'avait mené à Jonah. Elle n'était pas arrivée à cette porte par hasard. Catherine l'y avait envoyée des années auparavant, alors qu'aucune d'elles ne le savait. Tessa n'avait pas encore trouvé le moyen de parler d'Asher à Catherine lorsque le monde extérieur l'avait rejointe. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Jonah dans la cuisine, Perry Walsh entra, son téléphone à la main, le visage marqué par une expression de profond amertume. Il ne dit rien. Il posa simplement le téléphone sur le comptoir, l'écran déjà ouvert sur un article en ligne. Tessa baissa les yeux et vit son propre nom. Le titre s'étendait sur tout l'écran en lettres noires grasses sur fond blanc, tranchant comme une lame. Pamela Voss, journaliste d'investigation au Boston Herald, avait publié un article de plus de 3000 mots dont Tessa dut lire le titre 2 fois. Car la première fois, elle n'en croyait pas ses yeux. L'article fouillait dans tout, sans domicile fixe, sans formation officielle, sans qualification, sans passé, escroqué de toutes ses économies, dormant dans les gares routières, faisant la plonge dans des restaurants bon marché pour le salaire minimum. Chaque fragment de sa vie avait été réarrangé pour former une image dans laquelle elle n'était pas une femme qui avait sauvé un enfant, mais une opportuniste s'accrochant à l'empire d'un baron du crime. Pamela Voss avait interviewé 2 anciens employés licenciés par Asher pour avoir maltraité Tessa, et ceux-ci étaient prêts à dire n'importe quoi pour se venger. Ils ont déclaré que Tessa avait séduit le patron, qu'elle avait tout calculé dès le premier jour, qu'elle s'était servie de l'enfant pour se rapprocher de l'argent de Kincaid. Chaque mensonge était présenté sous forme de citations nommées qui semblaient légitimes et crédibles. Et Internet a tout gobé sans réfléchir. Les commentaires ont afflué sur l'article dès les premières heures. Des milliers d'inconnus se sont permis de juger une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Elle ne veut que l'argent. C'est clairement une arnaque. Pauvre enfant exploité. Kincaid a perdu la tête. Chaque commentaire était une petite lame. Pas assez profonde pour tuer, mais suffisante pour saigner une personne à blanc. Tessa a lu tous les commentaires. Elle se tenait dans la cuisine, toujours avec la cuillère en bois à la main, lisant jusqu'à ce que Perry lui prenne doucement le téléphone. Elle a posé la cuillère et a regardé par la fenêtre de la cuisine où Jonah jouait dans le jardin, poursuivant une feuille qui flottait, riant, et elle a compris que si elle s'effondrait maintenant, tout ce qu'elle avait construit pour le garçon s'effondrerait avec elle. De l'autre côté de la ville, l'article de Pamela Voss était tout ce dont Holt Brennan avait besoin. Il convoqua une réunion d'urgence dans les 24 heures, rassembla tous les patrons autour de la table, et cette fois-ci, il ne se contenta pas de se moquer. Il exigea un vote officiel. Asher Kincaid n'était plus apte à diriger, dit-il d'une voix froide comme l'acier.
Il laissait un scandale les menacer tous. Des alliés de longue date d'Asher, des hommes qui avaient bu avec lui, combattus à ses côtés, étaient assis autour de la table, et personne ne prit la parole pour le défendre. Le silence est la forme la plus polie de trahison, et la pièce en était imprégnée. Royce était désormais assis ouvertement à côté de Brennan, ne faisant plus semblant, et le sourire en coin sur ses lèvres disait à Asher tout ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. Lorsque Asher rentra au manoir ce soir-là, Tessa l'attendait dans le bureau. Elle ne pleurait pas, elle ne tenait pas son sac à dos, elle ne se tenait pas près de la porte arrière. Elle était assise sur la chaise en face de son bureau, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Et lorsqu'il entra, elle le regarda. Elle le regarda avec les yeux secs de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision avant même d'ouvrir la bouche. La Tessa qu'il rencontra ce soir-là n'était pas la fille qui avait failli s'enfuir par la porte arrière quelques semaines plus tôt. Elle avait surmonté sa peur de ne pas être à la hauteur. Elle avait revécu dans sa mémoire cette pluie de Portland. Elle avait tenu la photo de Catherine et compris qu'elle n'avait pas été envoyée ici pour fuir. « Ne te batte pas pour moi, dit-elle d'une voix calme et posée. Si tu te bats à l'ancienne, tu resteras prisonnier de l'ancien monde. Change les règles, ouvre la porte et laisse le monde voir la vérité au lieu des rumeurs. » Asher la regarda et quelque chose changea dans ses yeux. Pas plus d'affection, car celle-ci existait déjà, mais plus de respect, celui qu'il n'accordait qu'à une poignée de personnes dans sa vie. Puis Tessa se leva, se dirigea vers la bibliothèque près de la fenêtre et sortit la photo encadrée qu'elle y avait cachée la veille. Elle la posa sur le bureau devant Asher, l'image tournée vers lui, la fissure dans le verre traversant en diagonale le sourire de Catherine. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle, et elle lui raconta la nuit pluvieuse à Portland, 8 ans plus tôt. Elle lui parla du trottoir glacé, d'une jeune fille de 19 ans qui avait tout perdu, recroquevillée devant un restaurant fermé. Elle lui parla de la femme au manteau gris qui s'était assise à côté d'elle sans raison, lui avait mis dans les mains une boîte de soupe chaude et un billet de 100 $ plié, et lui avait dit une phrase. Tessa avait porté cette phrase comme une lampe pendant 8 longues années. « N'abandonne pas. Le monde a besoin de gens qui savent cuisiner avec leur cœur. » Cette femme, c'était Catherine, dit Tessa en effleurant du doigt le verre fissuré. « Ta femme m'a sauvé avant que je sache que je sauverais son fils. » Asher souleva le cadre, ses mains tatouées le tenant comme s'il s'agissait d'un objet sacré et fragile, et Tessa vit ses doigts trembler, d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais vue et ne serait jamais autorisé à voir. Il fixa longuement le sourire de Catherine, si longtemps que Tessa crut qu'il ne parlerait jamais. Puis il parla, et sa voix se brisa sur le premier mot et se reconstruisit sur le dernier. Comme un homme reconstruisant un mur à main nue. Elle faisait toujours cela. Elle s'arrêtait au milieu de la route pour aider des inconnus. Elle donnait de l'argent aux gens qu'elle rencontrait dans la rue. Elle apportait de la nourriture aux sans-abri sur les quais tous les dimanches matins. Il ferma les yeux pendant une seconde. Je lui disais qu'elle était naïve. Je lui disais qu'elle ne pouvait pas sauver le monde entier. Et elle riait. Vite. Ce rire de Catherine, celui qui signifiait que je savais qu'elle referait exactement la même chose le lendemain. Il ouvrit les yeux et regarda Tessa. Et ses yeux gris n'étaient plus froids, plus durs, plus les yeux d'un gardien, mais les yeux d'un mari qui aimait toujours sa femme, même si elle était enterrée depuis seulement 4 mois. Mais elle n'était pas naïve. Sa voix se stabilisa. Elle savait. Ou elle vous a envoyé vers mon fils. Tessa ne dit rien, car il n'y avait plus rien à dire. La vérité se trouvait entre eux, sur le bureau, dans le cadre fissuré, dans l'histoire d'une nuit pluvieuse, d'une boîte de soupe chaude et d'une phrase qui avait maintenu une fille en vie assez longtemps pour qu'elle grandisse, franchisse le portail en fer de cette maison et sauve l'enfant que Catherine avait laissé derrière elle. Tout était lié. Chaque perte, chaque blessure, chaque nuit passée sans abri, chaque bol de ragoût cuit à travers. Tout cela avait conduit à ce moment. Asher posa le cadre et regarda Tessa. Et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas du désespoir, ni de la gratitude, mais la détermination d'un homme qui avait trouvé une raison suffisamment importante pour tout changer. « Tu as raison, dit-il, change les règles. » Et c'est à ce moment-là qu'Asher Kincaid, le patron de Boston, commença à planifier non pas de gagner la vieille guerre, mais d'y mettre fin complètement. Asher ne dormit pas cette nuit-là.
Il s'assit dans son bureau, la photo encadrée de Catherine posée devant lui. La fissure sur le verre traversait son sourire comme une cicatrice que le temps ne pouvait guérir, et il la fixa jusqu'à ce que l'aube de Boston commence à se glisser à travers l'interstice des rideaux. Puis il décrocha le téléphone et appela Perry Walsh. Perry arriva en moins de 15 minutes, les yeux rougis par le manque de sommeil, mais la posture rigide. Car lorsque le patron appelle à 5 heures du matin, c'est que le monde est sur le point de changer. « Rassemble tous les dossiers financiers que nous avons sur Brennan et Royce », dit Asher. Et sa voix n'était pas le murmure épuisé des semaines précédentes. C'était la voix aiguë du gardien, une voix que Perry n'avait pas entendue depuis longtemps. Chaque transaction, chaque compte, chaque itinéraire emprunté par l'argent au cours des 5 dernières années. Je veux tout cela sur mon bureau dans 48 heures. Perry l'observa un instant, puis demanda prudemment « La guerre ». Asher tourna sa chaise vers la fenêtre où la lumière du matin commençait à dorer le jardin. Jonah courait tous les après-midi. « Non, dit-il, la lumière. » Perry ne posa aucune autre question. Il suivait Asher depuis assez longtemps pour savoir que lorsque son patron parlait peu, cela signifiait qu'il réfléchissait beaucoup. Et les mots « la lumière » venant de cet homme étaient plus dangereux que n'importe quelle déclaration de guerre. Au cours des 48 heures suivantes, Asher fit 3 choses que personne dans le milieu criminel de Boston n'avait vu venir. Tout d'abord, il contacta Margaret Chen, la meilleure avocate d'affaires de la ville, une femme connue pour ne jamais accepter de clients liés au monde criminel. Mais lorsque Asher s'assit en face d'elle dans un bureau vitré donnant sur le port et lui dit qu'il avait entamé le processus ardu de légalisation de ses activités, de transfert de toutes ses opérations vers des entreprises agréées, de paiement de l'intégralité des impôts et de transparence totale de chaque dollar, Margaret Chen s'assit et l'écouta pendant 2 heures. Lorsqu'il partit, elle avait accepté d'être son avocate. Ensuite, il a remis à Perry une clé USB contenant l'ensemble des documents financiers que ses collaborateurs avaient rassemblés sur Brennan et Royce. Il ne s'agissait pas des registres commerciaux légitimes, mais des preuves de ce que les 2 hommes avaient caché pendant des années. Les circuits empruntés par l'argent, les transactions jamais enregistrées, les noms qui n'avaient jamais été autorisés à apparaître sur papier. Perry prit la clé USB et comprit immédiatement ce qu'Asher voulait dire. « Envoie-la anonymement au FBI. Assure-toi qu'elle ne puisse pas être retracée. » Troisièmement, il y eut ce à quoi personne ne s'attendait, et cela commença par un appel téléphonique que Pamela Voss reçut en fin d'après-midi le 2e jour. Pamela était assise dans la salle de rédaction, l'écran de son ordinateur ouvert sur l'article sur Tessa qu'elle avait publié 2 jours plus tôt. Plus de 5000 commentaires avaient été postés, et le nombre de vues continuait d'augmenter. Son téléphone sonna. Numéro inconnu, elle répondit, et la voix à l'autre bout du fil la fit presque lâcher son café. « Ici Asher Kincaid », dit la voix grave et calme. « Je voudrais vous inviter chez moi pour une interview exclusive, sans condition. » Pamela resta silencieuse pendant 10 secondes, car en 20 ans de carrière, elle n'avait jamais reçu d'appel d'un parrain de la mafia, l'invitant chez lui après qu'elle venait de publier un article attaquant la personne la plus proche de lui. Tout son instinct de journaliste lui criait qu'il s'agissait d'un piège. Tout son instinct humain lui criait qu'il s'agissait d'un danger. Mais son instinct de chasseuse d'histoire lui disait que c'était l'histoire qu'il lui fallait. Et cet instinct était plus fort que les 2 autres réunis. Elle arriva au manoir King l'après-midi suivant, avec un magnétophone dans son sac et un scepticisme aiguisé par 2 décennies d'expérience. Elle s'attendait à des menaces, à des tentatives de corruption, à être enfermée dans une pièce à l'arrière et forcée de retirer son article. Elle s'était préparée à tout cela, mais elle n'était pas prête pour ce qu'elle a vu. Perry l'a conduite le long d'un long couloir jusqu'à la porte de la cuisine, et lorsqu'elle s'est ouverte, Pamela Voss s'est arrêtée net. Dans la cuisine inondée par le soleil de fin d'après-midi, Tessa Marlowe était debout devant le comptoir, en train de pétrir de la pâte. Son tablier brodé de lavande était saupoudré de fleurs blanches. À côté d'elle, perché sur une chaise haute, se trouvait Jonah Kincaid, l'enfant de 5 ans que tous les dossiers médicaux décrivaient comme mourant. L'enfant dont 2 douzaines de médecins avaient déclaré qu'il ne voulait pas vivre riait aux éclats parce que Tessa avait mis de la farine sur son nez et qu'il l'avait étalée sur sa joue. Ils se jetaient de la farine l'un sur l'autre comme de la neige. La cuisine était devenue blanche, les rires résonnaient sur les murs,
Et Jonah, l'enfant que Pamela n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait lu l'histoire en écrivant son article, l'enfant qu'elle décrivait comme une victime exploitée, était vivant, vraiment vivant. Les yeux brillants, les joues roses, il riait si fort que toute la cuisine semblait trembler. Pamela se tenait dans l'embrasure de la porte et sentait le sol se dérober sous ses pieds, parce qu'elle était une bonne journaliste, et que les bons journalistes savent quand ils ont tort, et qu'elle avait sous les yeux la preuve vivante que son article n'était pas la vérité. C'était une version construite à partir de voix amères et d'un manque de patience pour creuser plus profondément. Asher apparut à côté de Pamela, sans menace, sans colère, se contentant de rester là, regardant dans la même direction qu'elle, observant Jonah et Tessa dans la cuisine. Puis il parla, d'une voix basse mais pas froide. « Vous n'avez raconté que la moitié de l'histoire. Je veux que vous entendiez l'autre moitié. » Il conduisit Pamela dans le salon, plaça devant elle la photo de Catherine à Portland, avec la fissure en diagonale sur le verre, et il lui parla de Catherine, la femme qui s'arrêtait sur le bord de la route pour aider des inconnus. Il lui raconta une nuit pluvieuse à Portland, 8 ans plus tôt, où Catherine s'était assise à côté d'une jeune fille sans abri de 19 ans et lui avait mis une boîte de soupe chaude dans les mains en lui disant une phrase. Il lui avait parlé de cette jeune fille qui avait grandi, dérivé, sans jamais abandonner. Et 8 ans plus tard, debout devant le portail de Catherine et préparant le premier bol de ragoût, Jonah avait accepté, après 4 mois passés à vouloir suivre sa mère dans la mort. Il avait présenté toutes les preuves à Pamela, la photo de Catherine à Portland, le nom du café qui correspondait, le timing qui correspondait, le manteau gris que Tessa avait décrit en détail avant même d'avoir vu la photo. Ce n'était pas une histoire que quelqu'un pouvait inventer, ni une coïncidence que quelqu'un pouvait organiser. Pamela Voss était assise dans le salon du manoir Kincaid, son enregistreur en marche, un stylo à la main mais sans écrire, et elle réalisa qu'elle tenait le plus grand scoop de sa carrière. Pas un scandale impliquant un parrain de la mafia et un chef mystérieux. Une histoire sur une femme décédée qui avait semé une graine de gentillesse sur un trottoir pluvieux. Et cette graine qui avait germé pour devenir un feu qui avait sauvé son propre fils. Une histoire sur le destin, sur l'amour qui transcende la mort, sur une boîte de soupe chaude sur un trottoir glacial qui avait changé 2 vies sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à 8 ans plus tard. Pamela éteignit son enregistreur, regarda Asher et pour la première fois en 20 ans de carrière, elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à une personne interviewée. « Je suis désolé. » Puis elle ralluma l'enregistreur et dit « Racontez-moi tout depuis le début. » 3 jours après l'interview avec Pamela Voss, les invitations à la réunion annuelle de la pègre de Boston furent envoyées. Ce n'était pas une fête ordinaire. Une fois par an, tous les chefs se réunissaient dans la même salle de l'hôtel Langham, dans le centre-ville, buvaient des alcools coûteux, dînaient sur des nappes blanches et décidaient qui régnerait sur l'année à venir. Cette année-là, tout le monde savait que la soirée serait différente. Des rumeurs de vote de défiance s'étaient répandues partout, et tous les regards étaient rivés sur Asher Kincaid, attendant de voir si le directeur arriverait seul ou accompagné d'une armée. Il était accompagné de Tessa. Lorsque les doubles portes de la grande salle de bal s'ouvrirent, Asher Kincaid entra, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, l'encre sur son cou visible au-dessus du col blanc, ses yeux gris balayant la pièce avec le calme d'un homme qui était entré dans cette salle 20 fois et n'en était jamais sorti perdant. À ses côtés, la main posée légèrement sur son bras, se trouvait Tessa Marlowe. Elle portait une simple robe bleu foncé qu'Asher avait discrètement choisie pour elle. Ni tape à l'œil, ni excessive, juste assez pour montrer qu'elle avait sa place ici. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle avait choisi d'être là. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, révélant la ligne de son cou et ses épaules droites. Elle entra dans une pièce remplie des hommes les plus dangereux de la ville sans baisser la tête, sans ralentir le pas, sans serrer Asher plus fort, avançant d'un pas assuré, comme quelqu'un qui avait déjà marché sur les trottoirs glacés de Portland, sans tomber, et qui n'avait donc aucune raison de trébucher sur un sol en marbre. La salle se tut. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Les verres restèrent suspendus en l'air, et tous les regards se tournèrent vers le couple qui avançait dans l'allée centrale vers la table principale. Holt Brennan était assis au bout de la table. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres,
Mais ses yeux se plissèrent lorsqu'il vit Tessa, car il s'attendait à ce qu'Asher vienne seul ou accompagné de gardes, et non accompagné de la chef cuisinière pour faire passer un message. Declan Royce était assis à côté de Brennan, le visage impassible, tapotant légèrement son verre du bout des doigts, à un rythme un peu plus rapide que d'habitude. Perry Walsh se tenait derrière Asher comme une ombre, les yeux balayant la salle, la main sur le côté, prêt à tout. Asher tira une chaise pour Tessa et l'assit à côté de lui, au centre. Puis il se leva. Personne ne l'invita à parler. Personne n'en avait besoin, car lorsque Asher Cade se levait, la salle écoutait. C'était une sorte de pouvoir acquis au cours de 20 années et que nul vote ne pouvait effacer. « Cela fait 20 ans que je suis assis à cette table », commença-t-il d'une voix grave qui portait dans toute la pièce sans micro. Car sa voix elle-même était une arme que tout le monde comprenait. « J'ai bâti un empire grâce à la force de mon nom et à la justesse de chacune de mes décisions. Vous êtes venus ici ce soir pour voir si j'avais faibli, pour voir si les rumeurs étaient vraies. » Il fit une pause, ses yeux gris passant lentement d'un visage à l'autre, notant qui croisait son regard et qui détournait les yeux. « Les rumeurs sont en partie vraies. J'ai changé. » Un murmure s'éleva dans la salle. Brennan se pencha en arrière, son sourire s'élargissant. « J'ai passé 5 ans à protéger un trône et j'ai oublié que ce trône tuait mon fils. Mon fils a cessé de manger le jour où sa mère a été enterrée. 20 des meilleurs médecins du pays ont déclaré qu'ils ne voulaient plus vivre. 50 chefs de renommée mondiale se sont succédés. Une récompense de 5 millions de dollars n'a pas été réclamée. J'avais tout, et je n'ai pas pu sauver mon enfant. La salle est devenue complètement silencieuse. Un silence lourd. Car même dans une salle remplie d'hommes qui tuaient sans sourciller, personne n'était immunisé contre la douleur de perdre un enfant. Car peu importe ce que leurs mains avaient fait, la plupart d'entre eux étaient pères. Puis cette femme est arrivée. Asher dit, sa main posée légèrement sur le dossier de la chaise de Tessa, sans la toucher, comme pour faire savoir au monde qu'elle était là, sans la transformer en possession. Elle n'apportait ni référence, ni arme, ni nom. Elle apportait un vieux tablier et la recette de sa grand-mère, et elle a sauvé mon fils alors que le monde avait déjà abandonné. Brennan se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en pierre, sa voix tranchant l'air comme s'il avait attendu assez longtemps pour cette représentation. « Une histoire touchante, roi Cade, » dit-il, les yeux froids, la bouche courbée en un sourire que tout le monde reconnaissait comme celui d'un homme prêt à frapper. Mais les dragons ne règnent pas avec des larmes. Vous vous tenez devant nous avec une chef que personne ne connaît. Au milieu d'un scandale qui détruit la crédibilité de toute cette organisation, vous choisissez une fille plutôt que votre devoir. Vous vous affaiblissez et nous le voyons tous. Quelques têtes acquiescèrent autour de la table. Royce fixa son verre, sans approuver ni s'opposer, son silence plus éloquent que les mots. Brennan tendit la main comme s'il saisissait la victoire. « Je demande un vote maintenant. » À ce moment-là, les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Perry Walsh entra, et son visage habituellement impassible affichait quelque chose de nouveau. Ce n'était ni de l'inquiétude, ni de la tension, mais le calme de quelqu'un qui connaissait depuis longtemps l'issue du jeu. Il s'approcha d'Asher et se pencha pour lui parler à voix basse, mais suffisamment fort pour que Brennan puisse voir que l'expression d'Asher ne changeait pas, car rien n'avait besoin de changer puisque les événements se déroulaient exactement comme prévu. Asher fit un petit signe de tête, puis regarda Brennan avec une expression que Perry dira plus tard être la seule fois où il avait vu son patron sourire avec des yeux complètement calmes. « Avant de voter, dit Asher d'une voix douce comme de la soie posée sur une lame, vous devriez peut-être vérifier vos téléphones. 1 seconde s'écoula, puis 2. Puis les téléphones se mirent à vibrer dans toute la pièce comme des insectes en été. Les uns après les autres, des messages arrivèrent simultanément de différentes sources avec le même contenu. Le FBI venait de faire une descente dans les bureaux de Holt Brennan à South Boston. Au même moment, des agents fédéraux scellaient l'appartement terrasse de Declan Royce sur le port. 2 descentes en même temps, des preuves anonymes, des dossiers détaillés jusqu'au dernier dollar, chaque chemin emprunté par l'argent, chaque transaction non enregistrée, chaque secret que Brennan et Royce avaient caché pendant des années. Tout cela se trouvait désormais sur les bureaux du FBI. Brennan fixa son téléphone, son visage passant du rouge au blanc en 3 secondes. Le blanc d'un homme qui voit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il leva les yeux vers Asher et pour la première fois,
Ce qui remplissait ses yeux n'était pas le mépris ou la rage, mais la brutale prise de conscience qu'il avait perdue avant même que le combat ne commence. Royce bondit sur ses pieds, renversant sa chaise, le visage déformé par la panique et la fureur, mais aucun mot ne sortit de sa bouche, car que pouvait-il dire alors que tout ce qu'il avait construit dans l'ombre venait d'être traîné au grand jour? La pièce sombra dans le chaos. Les hommes qui s'étaient moqués d'Asher échangeaient maintenant des regards affolés. Ceux qui l'avaient trahi par leur silence cherchaient fébrilement leur téléphone pour appeler leurs avocats. Et au milieu de tout cela, Asher Kincaid restait assis, les mains posées sur la table, le regard calme, regardant l'ancien monde s'effondrer devant lui. Il n'avait pas frappé avec ses poings. Il n'a pas frappé avec des armes à feu. Il n'a pas frappé avec du sang. Il a frappé avec la lumière, exactement comme il l'avait dit à Perry dans la voiture ce jour-là. Il a tout traîné au soleil et a laissé la lumière faire le reste. Tessa était assise à côté de lui, silencieuse. Mais sous la table, sa main a trouvé la sienne et s'est refermée dessus. Doucement mais sûrement, et Asher referma sa main sur la sienne, car c'était cette femme qui lui avait dit de changer les règles. Et il l'avait écoutée. Au milieu de ce chaos, entre les vibrations incessantes des téléphones, le frottement des chaises et le bruit des hommes les plus puissants de Boston qui s'empressaient d'appeler leurs avocats, Asher Kincaid fit quelque chose que personne dans la pièce n'attendait. Pas même Tessa. Il lâcha sa main, se leva et se tourna vers elle. Tout autour d'eux continuait de tourner, mais il la regardait comme s'il n'y avait que deux personnes dans la pièce, comme si le bruit n'était rien de plus que la pluie qui tambourinait contre la vitre, un son avec lequel il avait appris à vivre depuis longtemps et qu'il n'avait plus besoin de craindre. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit une petite boîte enveloppée de velours noir. Tessa vit la boîte et comprit. Elle comprit avant même qu'il ne l'ouvre, avant que la lumière du lustre ne se reflète sur son contenu, car les yeux gris qui la regardaient maintenant n'étaient pas ceux du directeur de prison. Ce n'étaient pas les yeux d'un patron, ni ceux d'un homme qui venait de mettre à terre deux ennemis sans lever le petit doigt. C'étaient les yeux de l'homme qui s'était assis sur le sol de la cuisine à 2 heures du matin et lui avait parlé des crêpes en forme de smiley que sa femme avait un jour préparées pour leur fils, les yeux d'un père qui avait pleuré en silence devant la porte d'une chambre lorsqu'il avait entendu la cuillère toucher le bol pour la première fois en 4 mois. Asher ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en or, simple et élégante, d'une sobriété que personne n'attendrait d'un homme de sa fortune. Elle était sertie d'un morceau d'ambre, de la couleur du miel, chaud, brillant sous les lumières d'une teinte brune dorée qui rappelait la richesse d'un ragoût de bœuf mijotant dans une casserole, le miel que Tessa versait sur les flocons d'avoine de Jonah le matin, la couleur de la lumière du feu dans la cuisine chaque soir quand ils s'asseyaient tous les trois ensemble, la couleur de la chaleur. Puis Asher Kincaid est l'homme dont le seul nom faisait trembler les personnalités les plus influentes de Boston, s'agenouilla sur le sol en marbre de la salle de bal du Langham, là, devant les hommes qui voulaient sa chute, devant les hommes qu'il venait de vaincre, devant le vieux monde qui s'effondrait autour de lui, et il leva les yeux vers la femme qui, 8 semaines plus tôt, se tenait trempée par la pluie devant sa porte, portant un sac à dos taché de sel et des chaussures déchirées. La salle de bal, encore sous le choc, se tut peu à peu, chacun réalisant peu à peu ce qui se passait. Brennan se figea au milieu d'un appel. Royce oublia sa propre panique. Tous les regards dans la pièce se fixèrent sur l'homme agenouillé et la femme debout devant lui. « Tessa Marlowe », dit Asher d'une voix calme et claire, imperturbable, qui traversa le silence jusqu'à tous les coins de la pièce. « Je ne t'offre pas un trône bâti sur le sang. Je ne vous offre pas un empire élevé dans les ténèbres. Je vous offre un foyer, une vie que nous reconstruirons à partir de zéro. Je choisis la famille. Je vous choisis. Voulez-vous être ma femme? » Tessa baissa les yeux vers lui. L'homme qu'elle avait craint la première fois qu'elle l'avait rencontré dans l'escalier. L'homme qui avait pris un verre d'eau à côté d'elle à 2 heures du matin, alors qu'elle pleurait sur le sol de la cuisine sans dire un mot. L'homme qui avait écrit 8 mots sur un bout de papier pour l'empêcher de partir. Ses yeux se remplirent de larmes qui s'accumulèrent au bord de ses paupières sans couler. Elle se tenait droite, le menton levé. Car Tessa Marlowe avait survécu à trop de tempêtes pour s'effondrer au plus beau moment de sa vie,
Elle se tiendrait droite pour l'accueillir. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, les portes de la salle de bal s'ouvrirent à nouveau et Perry Walsh entra pour la deuxième fois de la soirée, accompagné cette fois-ci. Il tenait la main d'un garçon de 5 ans vêtu d'un pyjama rayé bleu clair et de chaussons en forme d'ours en peluche, visiblement tiré du sommeil et amené ici. Les cheveux dressés d'un côté, les yeux clignant sous la lumière du lustre. Jonah tenait dans ses mains une petite marguerite blanche dont les pétales étaient légèrement abîmés, manifestement cueillis dans le jardin par de petits doigts maladroits, la tige courte et maculée de terre, parfaite comme seules les choses faites avec un amour pur peuvent l'être. Perry dira plus tard que lorsqu'il est venu chercher Jonah, comme Asher l'avait prévu, le garçon était déjà réveillé, assis sur son lit, serrant dans ses mains la fleur qu'il avait cueillie dans le jardin cet après-midi-là, sans que personne ne le lui ait demandé. Personne ne le lui avait suggéré. D'une manière ou d'une autre, l'enfant de 5 ans savait que cette nuit était importante et qu'il devait apporter quelque chose à Tessa. Et la seule chose qu'il savait offrir était une fleur du jardin où il avait réappris à rire. Jonah traversa en courant une pièce remplie des hommes les plus dangereux de la ville. Ses pantoufles claquaient doucement sur le sol en marbre. Il n'avait peur de personne car à ses yeux, il n'y avait pas de loups ici, seulement son père à genoux et Tessa debout. Et il devait se trouver entre eux. Il s'arrêta devant Tessa, leva les yeux, tendit la marguerite blanche à 2 mains et dit d'une petite voix claire qui résonna dans la pièce silencieuse. « Pour Tessa. » Jonah l'avait cueillie pour Tessa. Les larmes que Tessa avait retenues finirent par couler. Elle s'agenouilla à la hauteur de Jonah, prit la fleur dans ses 2 mains comme si c'était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte et embrassa son front. « Merci, mon chéri, » murmura-t-elle. Puis elle se releva, regarda Asher, toujours agenouillé, la marguerite blanche abîmée dans sa main gauche, et prononça un seul mot, léger comme un souffle, mais qui résonna dans la pièce comme une musique. Oui, Asher prit sa main et glissa la bague en ambre couleur miel à son doigt, et lorsqu'il se releva, il ne l'embrassa pas sur les lèvres. Il embrassa doucement son front, s'attardant devant tout le monde, comme on marque quelque chose de sacré. Quelques-uns des plus jeunes hommes commencèrent à applaudir, timidement au début. Puis d'autres se joignirent à eux, non pas parce qu'ils approuvaient ou étaient émus, mais parce qu'ils venaient d'assister à quelque chose que personne n'avait jamais fait en 20 ans de ces rassemblements. Un caïd s'agenouillant devant une cuisinière inconnue et la choisissant plutôt que le trône. Mais le moment que Tessa garderait à jamais en mémoire n'était pas la bague, la demande en mariage ou les applaudissements. C'était le moment qui suivit, lorsque Jonah se plaça entre eux et tendit la main pour prendre celle de son père avec sa main droite et celle de Tessa avec sa main gauche. 3 mains jointes. La main rugueuse et tatouée d'Asher, lait usé par les couteaux et l'eau chaude, et la petite main de Jonah entre elles. La main qui, 8 semaines plus tôt, était trop faible pour tenir une cuillère. 3 mains jointes au centre d'une pièce qui s'effondrait au milieu d'un vieux monde en ruine, et le message était plus clair que n'importe quel discours. Asher Kincaid n'était pas devenu faible. Il avait trouvé la raison d'être invincible. Il avait choisi sa famille plutôt que le trône, et la façon dont il tenait la main de la fille trempée par la pluie qui se tenait autrefois à sa porte avec un sac à dos taché de sel. Il est devenu l'homme le plus fort que Boston ait jamais connu. Non pas parce qu'il pouvait tout détruire, mais parce qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Dans les mois qui ont suivi cette nuit à l'hôtel Langham, Asher Kincaid a fait ce que personne dans le monde souterrain de Boston ne croyait possible. Il a démoli l'ancien empire et l'a reconstruit à partir de zéro. Non pas par la violence ou en fuyant, mais avec des avocats, des licences, des signatures, une par une, sur chaque contrat légal que Margaret Chen lui présentait chaque jour. Le port de Boston, autrefois l'artère principale de la pègre du King, fut complètement transformé en un centre de transport alimentaire légitime, important des ingrédients de haute qualité du monde entier. Des épices d'Inde, de l'huile d'olive d'Italie, du bœuf d'Argentine, tous documentés, tous taxés, tous estampillés de l'approbation fédérale. Brennan et Royce ne revinrent jamais à la table des négociations. Le FBI a maintenu les 2 hommes prisonniers d'enquêtes qui ont duré des mois. Des preuves trop détaillées et trop claires pour qu'un avocat puisse les démêler. Et l'ancien monde s'est effondré, non pas sous les coupes de feu,
mais sous le bruit des pages qui tournent dans une salle d'audience fédérale. Perry Walsh est resté aux côtés d'Asher, non plus en tant que chef de la sécurité d'un baron de la drogue, mais en tant que chef de la sécurité d'une entreprise légitime, et il disait à tous ceux qui lui posaient la question que son travail était désormais beaucoup plus ennuyeux, mais qu'il dormait mieux. 6 mois après la demande en mariage, Tessa et Asher ont ouvert Hearthstone dans une petite rue de Beacon Hill, à 3 pâtés de maison du manoir Kincaid. Le restaurant n'était pas grand, il n'était pas tape à l'œil. Le design alliait des lignes modernes à une atmosphère chaleureuse, avec des murs en briques apparentes, des tables en bois simples, une cuisine ouverte où les clients pouvaient observer la préparation des plats, et une grande cheminée au milieu qui brûlait tous les soirs, car Tessa disait que chaque maison avait besoin d'un foyer et que ce restaurant était sa maison pour tout le monde. Le menu proposait des plats réconfortants, rehaussés de touches gastronomiques. Ragoût de bœuf nanamaise à base de bœuf argentin de première qualité, tourte au poulet et aux champignons truffés, macaroni au fromage avec 3 sortes de fromages importés de France, crumble aux pommes biologiques provenant d'un verger principal. Chaque plat reflétait l'âme d'un foyer, préparé avec les meilleurs ingrédients du monde, à l'image de la vie de Tessa, qui était partie de rien, mais n'avait jamais perdu ses racines. Le soir de l'ouverture, une file d'attente s'étirait dans la rue. Non pas parce que les gens craignaient le nom Kincaid comme autrefois, mais parce qu'ils voulaient goûter la cuisine qui avait sauvé l'enfant dont toute la ville avait entendu parler. Pamela Voss publia son nouvel article le jour même de l'ouverture de Hearthstone. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un scandale ou d'une révélation. Cette fois, elle racontait la véritable histoire, celle de Catherine Kincaid, assise à côté d'une fille sans-abri sur un trottoir pluvieux de Portland 8 ans plus tôt. La boîte de soupe chaude et les mots n'abandonnent pas. La fille qui grandissait et franchissait la porte de Catherine pour sauver l'enfant que Catherine n'avait pas pu sauver. L'article s'est répandu à travers les États-Unis en quelques jours. Non pas à cause d'un scandale, mais parce que parfois, le monde a encore besoin qu'on lui rappelle que les plus petits gestes de gentillesse peuvent changer toute une vie. 10 ans plus tard, le manoir Kincaid sur Beacon Hill était toujours debout. Mais personne passant devant ne pouvait imaginer qu'il avait autrefois été la forteresse du. Le portail en fer était souvent ouvert, non pas par négligence, mais parce que son propriétaire n'avait plus besoin de s'enfermer derrière de hauts murs. Le jardin froid et soigné d'autrefois était devenu une pelouse magnifiquement désordonnée, avec une balançoire, un petit toboggan, un potager où Tessa cultivait du thym et du romarin, et un golden retriever nommé Pepper, d'après le vieux chat de Nanim, qui se prélassait au soleil de l'après-midi. À l'intérieur, les rires remplissaient la maison. Ce n'était plus le rire d'un seul enfant, mais celui de 3. Outre Jonah, Tessa et Asher avaient une fille de 6 ans aux yeux gris de son père et un fils de 3 ans au sourire chaleureux de sa mère. Jonah avait maintenant 15 ans, il était grand et fort, avec les cheveux bruns de Catherine et les yeux gris perçants de son père, qui avaient depuis longtemps retrouvé leur éclat. Il ne restait plus aucune trace de l'enfant creux qui gisait autrefois au milieu de draps blancs, attendant la mort. Il aimait cuisiner, passant tous ses après-midi dans la cuisine avec Tessa, apprenant des recettes dans le cahier de Nanim, et qu'il écrivait son premier livre, Cooking Back to Life, sur le pouvoir curatif de la nourriture à travers sa propre histoire. Les restaurants Hearthstone se sont multipliés pour atteindre 5 établissements à travers les États-Unis. Chacun d'entre eux avait une cheminée au centre, une cuisine ouverte et, sur le mur, une copie encadrée des mots de Nanim. La nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit aussi l'âme. Asher était un homme d'affaires respectable. Désormais, son nom n'était plus associé à la pire, mais à la chaîne de restaurants la plus appréciée de la côte Est. Les tatouages sur son cou et ses bras étaient toujours là, témoins d'un passé qui ne pouvait être effacé. Mais il ne définissait plus son avenir, tout comme les cicatrices sur les mains de Tessa, vestiges d'années passées à faire la vaisselle et à se brûler avec de l'huile, n'étaient plus que des souvenirs de son passage à travers le feu sans y brûler. Dans le restaurant Far Hearthstone à Beacon Hill, juste à côté de la cheminée, il y avait une vitrine fixée au mur. À l'intérieur était suspendu le vieux tablier en coton blanc de Nanam, jauni par le temps. La petite fleur de lavande brodée dans le coin était fanée. Le fil était effiloché, mais la forme était toujours intacte. Et juste à côté du tablier se trouvait une petite photo encadrée.
Catherine Kincaid souriait devant un café de Portland, dans le Maine, vêtue de son manteau de laine gris, le verre fissuré remplacé, mais le cadre d'origine toujours conservé. Deux femmes qui ne se sont jamais connues. Nanim, une grand-mère pauvre du Maine qui a appris à sa petite fille à cuisiner avec son cœur. Catherine Kincaid, une épouse aimante, qui s'était arrêtée au milieu d'une nuit pluvieuse pour offrir une soupe chaude et une phrase suffisamment forte pour garder en vie une jeune fille sans abri. Deux femmes issues de deux mondes différents qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne connaissaient pas leurs noms respectifs. Et pourtant, ensemble, elles ont sauvé une famille. Cet après-midi, le soleil se couchait sur Boston. Une lumière orange dorée se répandait sur le toit du manoir Kincaid, pénétrant par la fenêtre ouverte de la cuisine, où Tessa se tenait, en train de cuisiner un ragoût de bœuf dans la vieille marmite en fonte qu'elle avait apportée du Maine des années auparavant. Asher se tenait derrière elle, la main sur son épaule, regardant le jardin, où trois enfants jouaient avec du poivre, leur rire se mêlant aux aboiements joyeux, et où le parfum du temps frais flottait depuis le petit potager. L'air ne sentait plus le cigare et les secrets. Il ne sentait plus la peur et le pouvoir. Il ne sentait que le temps, le pain grillé, le ragoût de bœuf mijoté lentement et le morceau d'une famille qui avait enfin trouvé le chemin de la maison. Car au final, cette histoire ne parle pas de la mafia, du pouvoir ou de l'argent. C'est une histoire qui parle d'un bol de ragoût, d'un vieux tablier, d'une phrase prononcée sur un trottoir pluvieux, de la vérité selon laquelle l'amour et le feu chaud d'une cuisine, aussi petit soit-il, l'emportent toujours sur un monde fondé sur la peur. Parce qu'un bol de ragoût partagé avec le cœur peut réparer une âme brisée, et qu'un acte de gentillesse si petit que la personne qui l'a accompli pourrait l'oublier et peut changer le monde entier de quelqu'un d'une manière que personne ne peut prédire. Et c'est la leçon que cette histoire veut vous laisser à tous. Parfois, nous pensons qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de renommée pour faire la différence. Mais Catherine n'avait qu'une boîte de soupe chaude et une phrase. Nanim n'avait qu'une marmite en fonte et un cahier de recettes manuscrit. Tessa n'avait qu'un sac à dos et un cœur qui refusait d'abandonner. Et ces trois femmes ont sauvé une famille. Alors si aujourd'hui vous avez l'occasion de vous arrêter pour aider quelqu'un, même si ce n'est qu'un mot gentil, un repas partagé, une étreinte quand quelqu'un en a besoin, faites-le, car vous ne savez jamais ce que cette petite graine va donner. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Alors que nous fermons les portes du manoir Kincaid, je voudrais vous demander, avez-vous déjà vécu un petit geste de gentillesse qui a changé votre vie pour toujours? Avez-vous déjà rencontré un inconnu bienveillant qui a changé votre vie comme Catherine a changé celle de Tessa? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car je crois que chacun d'entre nous a une histoire qui mérite d'être racontée, et je veux l'entendre du plus profond de votre cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à la partager avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi la découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires émouvantes chaque jour. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles aux côtés des personnes qu'ils aiment. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Il a sonné, bref, et du coup, moi je panique, je suis en panique totale et tout, mais je me dis, vas-y, je ouvre juste pas la porte, ça va passer. Le lendemain, il revient sonner à 11h du matin. Je ne calcule toujours pas. Et en fait, de là, à partir de ce moment-là, je commence à regarder de temps en temps sur le balcon, et je te jure, genre sur 10 fois que je regarde mon balcon, 9 fois je le vois. Je le vois en train de regarder chez moi. Il a commencé à envoyer de la viande à mon chat, sauf que bah, je pense que en tant que maman chat, tu sais qu'on donne pas de la viande crue aux chats, tout simplement. Ok, ouais. Et Attends, du coup, moi, ça commence à... Oui. mais en plus, ça peut être empoisonné s'il met des trucs dedans. Oui, il commence à balancer des bouts d'aluminium sur mon balcon pour jouer avec mon chat. Il commence à lui parler, sauf que en gros, mes balcons, la famille, ils sont tout petits. Enfin, tout petits. La barrière est toute petite. Mon chat, il grimpe dessus. Avec tout le respect, il est pas gros, mais grand. Il peut tomber à tout moment. Suite au prochain round. C'est au prochain round. J'adore. Ouais, Vulture. Остался один враг.
Ok, la suite. Et du coup, moi, il faut savoir que je suis une flippette de la vie et je me dis, je veux pas avoir une interaction avec lui parce que si je vais le voir pour lui dire d'arrêter de faire tel ou tel truc, il va croire que bah, c'est un pas de ma part, tu vois. Donc, j'écris sur un gros papier en noir et je scotche sur mon balcon, j'écris arrête de regarder chez moi, arrête d'envoyer des trucs sur mon balcon et arrête de donner de la bouffe à mon chat. Ok. À partir de là, je commence à fermer les rideaux tout le temps. Mais je le vois qu'il regarde encore. Et là, il revient sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Il regarde, il rebalance des trucs. Et moi, je pète un câble, tu vois. Vous allez tous me dire de contacter la police, sauf que la police, ils font rien. Ils vont aller le voir lundi matin. Et mardi matin, il n'y a personne pour me protéger s'il pète un câble, vous voyez. Suite au prochain round. Suite au prochain round. Mais... Bah après, je pense la police, ils pourraient aller le voir et lui dire genre t'as pas le droit de l'approcher sur une certaine distance, tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû ult parce que je savais qu'il était... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Suite au prochain round. Ah, dommage. J'ai fait n'importe quoi. Et bref, et du coup, en gros, la suite, c'est que moi, je me renferme chez moi et en fait, il a commencé à me mettre un autre mot dans ma boîte aux lettres et encore un autre mot et encore un... Wesh, ok. Et encore un autre mot. Et en fait, à un moment donné, c'était, dis-toi, c'était un jour où c'était, je crois que c'était le ramadan. Imagine bien, mon téléphone était cassé, ma voisine de palier était partie, ma copine dans la ville, elle était partie, sa famille était pas là, elle était sur Paris. Je n'avais personne dans la ville, j'habite toute seule à Montpellier, j'ai pas de famille. Et encore une fois, mon téléphone était cassé. Je suis en stream, ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte, je me lève, ça donne des gros coups dans la porte, je me lève, et là, ce qui se passe, ça m'a fait froid dans le dos. En gros, le yad de la porte était caché. Genre, il avait mis sa main sur la porte et il mettait des gros coups dans ma porte et ils étaient deux. C'était 2 mecs derrière ma porte. Ouah, et ils non. tambourinaient ma porte de malade. J'ai chialé, mais mort, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Je te réponds au prochain round. Voilà, allez. Oh, mais attends, mais what? Rise double door. Ah, il est trop fort, frère. Nice. My bad. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de là, tout le monde m'a dit de la LIA prévient la police. Sauf que moi, j'ai déjà des antécédents avec la police plus jeune, où tu préviens la police, je sais pas moi, imaginons X, il t'a frappé, tu vas prévenir la police, et la police vient donner un coup de pression à X, tu vois, sauf que bah, le lendemain, la police, elle est pas là, et X, il pète tellement un câble qu'il te frappe juste 10 fois plus, au final, tu vois. Genre, en gros, t'es pas à l'abri de te faire juste arracher. Et moi, en tant que femme toute seule dans la ville, genre, personne n'est là pour me protéger le lendemain, tu vois, enfin bref, du coup, j'ai préféré pas le faire. Et j'ai retrouvé un nouveau mot encore dans ma boîte aux lettres en mai, je crois, de l'année dernière. Il avait écrit cette fois... Ouais, mais déménager alors que... Frère, elle est là pour ses études, genre, c'est un truc étudiant, donc... I got Iso. Nice. Oh, I'm making one. Oh, wesh. Nice. Incroyable. Et du coup, j'ai retrouvé un nouveau mot. En plus, je suis sûre que je pourrais te les montrer. À la fin de la game, je te les cherche le mot et je te les montre. Et sur l'autre mot, il y a écrit un truc. C'est un truc du style je suis pas la personne que tu crois. Tiens mon snap. J'ai trop hâte de te voir. En plus, t'étais trop magnifique et j'ai trop hâte de voir ton chat. C'était un message du style, tu vois. Wesh, mais à quel moment il s'est dit que t'allais le rajouter sur Snap et tout, comme si t'aurais été genre. En fait, moi, ce qui m'a fait flipper, c'est le je ne suis pas ce que tu crois. Oui, non, mais vraiment. C'est une phrase de psychopathe. Tu crois que je crois que t'es quoi, brother?
Ah, la phrase de psychopathe, frère. Tu n'es pas ce que je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Elle est bon. Je suis blind, je vois rien. Let me. Tu ne penses pas que je suis. Bah, alors, je pense que Goyette, elle a raison de me prévenir. Et en gros, suite à ça, en fait, j'ai mangé chez la famille de ma copine, du coup, la seule et unique famille que j'ai à Montpellier. Attends, parce que c'est ma skin. Et je me suis grave fait engueuler. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils comprennent pas que. Genre, je sais qu'ils veulent mon bien, mais ils comprennent pas que s'ils viennent me mettre un coup de pression lundi, encore une fois, personne n'est là pour me protéger mardi. Mais ça, personne ne veut l'entendre. Et du coup, j'ai écrit un mot. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de lui mettre un mot à lui dans sa boîte aux lettres sur lequel j'ai écrit que je voulais qu'il arrête de m'envoyer des mots, qu'il arrête de me contacter, etc. Et que sinon, j'allais entre guillemets appeler la police, tu vois. Et suite il à a ça, répondu? il a pas répondu, mais je l'ai vu de moins en moins regarder chez moi, encore un peu, mais de moins en moins. Et là, ça fait la première fois depuis quelques mois que je le revois, en train de regarder chez moi, quoi. Attendez, je réponds. Go back. Mais on tue. Attends. Ouais, je lui réponds aussi après. En fait, je pense que vaut mieux contacter la police parce que, comme Goliath l'a dit, comme ça, ça lui fait une trace dans le dossier déjà à ce gars-là. Et surtout. I'm gonna play art. Oh, j'aurais pas dû. 40. Oh, NT. My bad. Le timing là. Mais du coup, voilà. Ça veut dire que j'ai pas spécialement été très à l'aise chez moi, que bon, il est fou, mais pas à ce point. En fait, en gros, moi, tu vois, j'ai peur de l'homme. On sait pas à quel point il est capable d'aller très loin, tu vois. Non, mais oui, il y a des fous. Oui, il y a des fous très très fous. Mais Et je encore une pense. fois, les pires, je crois, c'est les fous que tu énerves. Genre, moi, j'ai déjà eu affaire à un fou. Genre, tu lui dis, enfin, tu lui ramènes la police, il câble après, quoi. Ouais, bah attends. Je fais le round. Attendez. Mais venez avec moi. Ouais, mais après la police, tu peux leur dire qu'ils aillent pas le voir, mais qu'ils mettent au moins un truc dans son dossier déjà. Comme ça, ils le surveillent un peu, mais sans forcément aller lui parler. Genre, au moins qu'il soit au courant.